Je vous souhaite la bienvenue sur mon podcast pour un épisode Sciences du terrain. Le format dans lequel je reçois deux invités qui partagent leur expérience issue du terrain, de la confrontation de la théorie au réel, et qui en tirent des leçons concrètes et actionnables pour améliorer votre vie, votre productivité, votre santé ainsi que vos capacités cognitives. Comme souvent, ces échanges sont très denses en informations. C'est pourquoi je vous invite dès maintenant à télécharger la fiche résumée de l'échange en cliquant sur le premier lien présent en description afin de vous assurer de tirer pleinement bénéfice des conseils de mes invités. Bonjour Pierre, bonjour Cédric. Bonjour à tous les deux. Salut Jérémy, salut Pierre. Et enchanté Pierre. Enchanté aussi. Et oui, je reçois deux personnes importantes pour moi aujourd'hui sur le podcast, à savoir Cédric Watine, que je connais depuis maintenant quelques années, depuis 2017 il me semble, et Pierre Dufraisse. Toi, ça fait environ 3-4 ans qu'on échange quotidiennement également. Et il y a une thématique qui vous regroupe tous les deux, qui vous correspond, c'est l'antifragilité. Et j'aurais aimé en parler avec vous vraiment en détail. Et je me suis dit pourquoi pas effectivement vous inviter pour que l'échange bénéficie à la communauté directement, donc à la mienne, à la vôtre également, avec vraiment deux angles d'attaque différents. Pierre, tu es connu vraiment en France pour les personnes qui te suivent sur l'antifragilité appliquée à l'humain et au vivant. Comment un organisme devient antifragile et pourquoi l'antifragilité est la norme. On en parlera. Et Cédric, tu appliques toi davantage à ces concepts d'antifragilité, plus, on va dire, aux structures, aux entreprises et aux équipes que tu manages. Et vraiment, je pense que ces deux visions-là de l'antifragilité peuvent se compléter pour apporter vraiment une vision globale de ce terme, justement, popularisé par Nassim Nicolas Taleb. Est-ce que ça vous va ? Super, beau programme. Déjà, petite définition de l'antifragilité. Qui se lance ? Aïe. Cédric, je t'en prie. Non, je vais poser une question et puis peut-être vous aurez envie d'y répondre. C'est quoi l'opposé de solide, de robuste ? La grande question. Pierre ? En général, enfin, je sais pas, Pierre. Oui, on l'oppose souvent à la fragilité. Ouais, souvent on dit ce qui est pas solide, c'est ce qui est fragile. Et Nassim Nicolas Taleb, il dit non, c'est pas tout à fait ça, parce que quelque chose qui est solide, tu le fais tomber sur le sol, il résiste et il n'évolue pas. Quelque chose qui est fragile, tu le fais tomber sur le sol, il se brise, il disparaît. Et quelque chose qui est antifragile, et c'est là la vraie opposition, c'est-à-dire c'est encore plus loin dans le... Si tu fais une droite et que tu mets l'antifragilité au milieu, à gauche, tu as la robustesse, la solidité, et puis ici, tu as la fragilité. Donc l'opposé, c'est ça. Et quelque chose donc, que tu laisserais tomber et qui serait antifragile, en fait, il se renforcerait grâce au choc qui est dû à sa chute. Ça, c'est la définition imagée. Et je sais pas, moi, peut-être une autre définition que j'aime bien aussi, c'est la capacité à encaisser des petits coups régulièrement pour se renforcer, versus être super solide et puis un jour être détruit par son environnement parce qu'on n'a pas su évoluer avec son environnement. Voilà comment je le dirais, moi, avec ma définition de chef d'entreprise, mais peut-être que pour le corps ou pour l'esprit, il y a d'autres définitions. C'est rigolo parce qu'en fait, ma compréhension du concept, elle a évolué au fil du temps. Et peut-être que faudrait que je remette le nez dans l'antifragile que j'ai pas ouvert depuis 1 an ou 2, pour voir comment vraiment Taleb utilise certains termes. Parce que si je répondais par une autre question, je te demanderais, Cédric, alors comment tu fais pour passer de fragile à robuste ? Une des réponses, c'est je m'isole de plus en plus de mon environnement, justement pour pas subir les chocs de mon environnement. Et tu vois quelque chose de rigide, de péjoratif en fait, alors. Ouais. Je pense que dans le monde économique, mais encore une fois, moi je suis sur ce niveau-là, dans le monde économique actuel, je le vois comme quelque chose de négatif, en fait. Et je pense que c'est une évolution récente, c'est qu'avant on disait quelque chose de robuste, c'est plutôt positif, c'est quelque chose, il peut rien m'arriver, etc., etc. Puis avec les crises qu'il y a eu, qui s'accélèrent, etc., on se rend compte que finalement, si t'es trop solide, que tu t'adaptes jamais à ton environnement, un jour il y a une grosse crise qui fait que là tu vas y passer. C'est-à-dire que
le destin de quelque chose qui était fragile et qui est devenu robuste, à un moment, c'est de plus être adapté et donc de finalement devenir fragile par rapport à un environnement qui a évolué. C'est important qu'on fasse ce distinguo, parce que moi, c'est toujours la sémantique qui m'importe. C'est parce qu'une conversation à trois, si on utilise des termes et on n'est pas d'accord, on va Ouais. parler dans le vent pendant longtemps. Ce qui m'a, dans ma compréhension des choses et dans ce que je vois dans la biologie, la capacité d'un organisme à s'adapter, c'est ça qu'on va vouloir rechercher, c'est-à-dire c'est ça qu'on va définir souvent par la santé. Enfin, c'est comme ça que j'aime le définir en tout cas, parce que sinon la bonne santé, on a beaucoup de mal en fait à le définir. Et un organisme qui peut s'adapter à son environnement, en augmentant les contraintes, il s'adapte toujours. Pour moi, c'est un organisme qui serait robuste. Tu vois. Donc déjà là, on est un petit peu sur une définition qui est légèrement différente. Et ce qui fait passer en fait, ce qui fait gagner en robustesse, c'est l'antifragilité. C'est comme une caractéristique que l'on a en nous. On pourrait parler de la vitesse, de la force, de plein d'autres choses. L'antifragilité, c'est quelque chose que l'on a. C'est pas quelque chose que, tu vois, Jérémy, dans ton introduction, t'as dit comment on devient antifragile. On ne devient pas, on l'est déjà. On est vivant. Donc, puisqu'on est vivant, on est capable, comme des structures, tu sais, j'ai parlé de Ilya Prigogine dans la dernière conférence que j'ai faite, avec les structures dissipatives en chimie, qui sont en fait des structures qui, une fois loin de l'équilibre, forment une nouvelle adaptation qui est plus résiliente que proche de l'équilibre. Et c'est ça, en fait, qu'on va chercher dans l'antifragilité, c'est un choc qui va faire progresser la structure, le système. Donc, pour passer d'un état faible qui est très peu adaptable à un état un peu plus robuste qui est capable d'un peu plus d'adaptation par le chaud, par le froid, etc., qu'est-ce qui fait passer ça? Quelle est notre qualité qui fait passer de faible à robuste? C'est l'antifragilité. Donc voilà, moi c'est vrai que j'avais tendance aussi à opposer, et c'est très facile quand on prend voilà l'histoire de Damoclès, le phénix, l'hydre de Lerne, comme le prend Taleb. Damoclès a une épée au-dessus de la tête, il est fragile, la moindre secousse peut l'atteindre. Le phénix, il est robuste, on le tue, il renaît de ses cendres, mais c'est toujours le même, il n'y a pas d'amélioration. Et l'hydre de Lerne, par contre, on lui coupe une tête, il y en a deux qui repoussent. Et donc, on se disait, ouais, on les opposait un petit peu, et moi je vois plutôt comme ça comme une qualité du vivant à progresser dans sa robustesse, parce qu'on est tous mortels. Même si on est hyper adaptable, il y a toujours un point de rupture où l'entreprise ou l'être humain va mourir. Alors justement, là, moi, je mettrais un bémol sur justement la structure humaine. C'est qu'en fait, une structure humaine, je pense qu'elle est... je parle d'une entreprise, mais on pourrait parler d'une communauté, on pourrait parler... elle se renouvelle en éliminant ces éléments fragiles. Et à ce titre, elle peut espérer se prolonger indéfiniment. Et aussi le truc auquel tu m'as fait penser en parlant de robustesse, il y a un autre truc que j'ai remarqué sur les entreprises, c'est qu'en fait, un état de robustesse ou de solidité, il est toujours temporaire. C'est-à-dire que tu es toujours robuste par rapport aux contraintes et à la violence ou à l'agression de ton environnement. En revanche, l'antifragilité, c'est une caractéristique dont on cherche à ce qu'elle soit permanente. C'est-à-dire que l'antifragilité, si je suis ta définition, c'est toujours être correctement robuste par rapport à son environnement. C'est notre capacité à, si les contraintes sont justes en termes de quantité et de qualité, à progresser, à s'améliorer. Mais tu as raison, je te rejoins totalement. Le but du jeu, en fait, que ce soit une entreprise ou un corps humain, c'est ne pas nuire. Ne pas empêcher l'expression de cette antifragilité. Là, ce qui est intéressant, c'est que Cédric a parlé dans sa définition de petits coups. Encaisser des petits coups et non pas des gros coups. Je pense que la nuance se fait ici. Pierre en parle très souvent sur ses contenus sur sa chaîne. Souvent, on définit l'antifragilité par le fait de se mettre des chocs violents, etc. et d'en sortir vainqueur. C'est pas vraiment ça. L'antifragilité naît dans le rebond positif qui est généré par, grosso modo, le stress provoqué. Mais si le stress est supérieur aux capacités adaptatives de l'entreprise ou de l'être humain, il n'y a pas de rebond. Là, on est sur du négatif, non pas sur du positif. Donc, je pense que vos définitions se rejoignent en quelque sorte. Il faut que l'environnement soit effectivement challengeant, mais pas qu'il nous dépasse. Il faut qu'on puisse rebondir après le choc, que l'on puisse s'améliorer. C'est pour ça que je dis, pour une entreprise, effectivement,
Et je pense que c'est sûrement pareil pour un organisme vivant, je suppose, c'est pas vraiment mon domaine, mais l'entreprise, c'est que ce qui aurait été un gros choc au moment où il advient, si on ne s'était pas adapté par de petits chocs qui correspondaient à notre capacité à les absorber à l'époque, eh bien, si on était resté sur notre robustesse, ce gros choc nous aurait détruit. Ou si on était resté fragile, pareil. En revanche, comme on a pris cette culture, cette habitude d'encaisser des petits chocs, et en fait, en réalité, c'est même pas d'encaisser des petits chocs, c'est de percevoir ces petits chocs pour pouvoir s'y adapter en temps réel. Mais finalement, le gros choc, pour nous, il va pas être aussi gros que pour une entreprise qui serait engoncée dans ses principes, dans ses budgets, dans ses prévisions, dans son image erronée du monde, parce que on sait tous que quand tu as fini de modéliser ton marché, quand tu as fait ton budget, pour prendre des termes qui vont peut-être plus parler à des gens qui sont dans l'entreprise, quand tu as fait ton plan d'action, etc., le jour où tu démarres ton plan d'action, il est déjà obsolète, puisque en réalité, il est fondé sur une observation qui a été faite dans le passé, qui prend certaines constantes, et en réalité, il est déjà plus bon. Et plus tu projettes ton plan, c'est-à-dire tu fais un plan 3 ans, ce qui est le plus éloigné de toi dans le temps, c'est ce qui risque de absolument pas se produire. Et donc, c'est une des grandes révolutions que ça implique dans la gestion d'une entreprise, c'est de se dire, on va évoluer dans un monde qu'on comprend pas, en fait, où on comprend juste ce qui est autour de nous et ce qui est pas trop éloigné dans le passé et dans le futur, et c'est comme ça qu'on va faire avancer notre entreprise. Bon, c'est assez révolutionnaire, parce que c'est pas du tout ce qu'on a appris à l'école. Moi, j'ai une question. Je peux me permettre, Jérémy? Vas-y. Désolé. Non, parce que c'est passionnant, mais le monde de l'entreprise. Moi, c'est une micro-entreprise que j'ai, quoi. Je suis juste mon propre patron et j'essaye d'évoluer par rapport à un centre de formation. Et j'aimerais savoir comment tu fais, Cédric, justement, pour planifier cette non-planification. C'est-à-dire, on doit faire avec la volatilité. C'est ça la leçon de Taleb, c'est qu'elle est là pour nous renforcer. Et comment tu fais passer la pilule à tes salariés et aux gens qui travaillent avec comment on dit, les gens qui travaillent avec toi, quoi. Prestataire. Ouais, prestataire ou voilà. Collaborateur. Collaborateur, merci, c'est le terme que je cherchais. Qui viennent d'un monde quand même où on leur a promis, enfin, on leur a enseigné tout l'inverse, quoi. Ego continu. Et je peux compléter la question, si possible. Déjà, précision, Cédric, tu possèdes 5 entreprises. Ouais. 3 physiques, une en ligne, pour juste te contextualiser par rapport aux personnes physiques, qui te ouais. découvrent aujourd'hui. Mm. Et je complète la question de Pierre avec le fait, est-ce que tu as remarqué, toi, ça fait longtemps que tu es chef d'entreprise, une évolution de l'accélération du besoin d'antifragilité? Parce qu'on l'a vu, il y a eu le Covid. En fait, beaucoup de crises, et j'ai l'impression que les changements maintenant importants se succèdent beaucoup plus vite qu'avant. En fait, alors, je vais répondre d'abord à Jérémy et puis après à Pierre. Donc, oui, moi j'ai l'impression, alors, je me dis toujours, est-ce que c'est parce que je vieillis ou est-ce que c'est parce que la vitesse des changements augmente, enfin les changements sont de plus en plus nombreux, ou est-ce qu'on est mieux informé qu'avant, ou plutôt de manière plus tranchée qu'avant, je sais pas trop, mais oui quand même. Quand on regarde ce qui s'est passé ces derniers temps, effectivement tu citais le Covid, mais après toutes les conséquences et les réactions en chaîne que ça a généré, parce que malheureusement on est dans un monde extrêmement optimisé. Et à ce titre-là, il a perdu beaucoup de son antifragilité, à mon avis. Tout est optimal, on a les stocks minimum, on veut faire les marges maximales, donc on n'a jamais 2 personnes là où on pourrait n'en avoir qu'une, etc., etc. Ce qui fait que quand le Covid est arrivé, la chaîne économique a été complètement bouleversée. Du coup, derrière, on a eu des pénuries, parce qu'il y a des économies qui ont redémarré avant d'autres. On a eu des machines, des usines qu'il a fallu redémarrer. Enfin, la réaction en chaîne me fait dire que, ouais, effectivement, le rythme il y a 2 choses. Je pense que oui, les choses évoluent de plus en plus vite. Les innovations, aujourd'hui l'intelligence artificielle, etc. Et en plus, dans un monde qui est super connecté, c'est-à-dire que toutes les économies sont dépendantes les unes des autres, à un point beaucoup
plus important qu'avant parce qu'il n'y a pas de stock tampon, parce qu'il n'y a pas qu'on dépend tous de l'internet et que tout se fait en temps réel, etc., etc. Donc il y a des réactions en chaîne, je pense en plus, qui amplifient la nature des changements. Donc ouais, moi j'ai l'impression, bon, moi depuis que je suis né, pourtant je suis né bien avant vous, on m'a toujours dit que la crise c'était en ce moment. Et en fait, voilà, il faudrait juste que j'essaie de retrouver une année où on m'a dit, bah non là tiens, cette année il n'y a pas eu de crise. À croire qu'on a besoin de ça. Et alors du coup, un des grands fondamentaux pour répondre à Pierre, une des grandes remises en question. Déjà un truc, quand je dis ça, on me dit, ça y est, qu'est-ce qu'il va nous raconter ? Moi, j'ai toujours eu du mal, pourtant, effectivement, je dirige plusieurs entreprises, avec la notion de vision. Moi, alors, à l'école, on nous apprenait la planification, puis après, on nous a dit, ouais, mais ce qui est important, c'est d'avoir une vision. Alors, c'est quoi une vision ? Après, la définition, on peut peut-être la faire évoluer, mais en gros, c'était de dire, bah, comment tu projettes ton environnement dans 5 ans, et donc, comment tu détermines la direction à prendre par rapport à cette projection. Et donc, il y a plein de boîtes qui ont une vision, qui dit, voilà, nous voulons être le leader mondial de ceci, cela, dans 5 ans, machin, bidule. Et moi, là, déjà, ce truc-là, quand on m'a dit, tu aies une vision pour tes boîtes, j'étais bien emmerdé, parce que, d'abord, je leur disais, mais moi, j'en sais rien, en fait. Vous me demandez ça, j'ai pas de boule de cristal, et plus j'essaye de modéliser ce qui se passe, et plus je me rends compte que c'est compliqué, et finalement, si je ressors de la session que me propose le consultant pour définir ma vision, et que je vais voir mes collaborateurs en disant, ça y est, je sais, en fait, la vision, c'est ça, il va se passer ça, j'ai tout de suite l'impression, d'une part, de leur mentir, et d'autre part, de leur mettre des œillères. Donc moi, le concept qui m'intéresse plus que la vision, c'est la culture. C'est quoi la culture d'une entreprise ? La culture d'une entreprise, c'est la somme des comportements qui ont lieu dans cette entreprise. Et là-dessus, j'ai la main. C'est-à-dire que je peux me dire, plutôt que de me dire, je sais qu'on va aller là et ça va se passer de cette manière-là, c'est plus facile pour moi, en tant que chef d'entreprise, de me dire, je sais comment je veux qu'on travaille dans mon entreprise, et mon rôle, ma seule vision, en fait, pour le résumer, c'est qu'on soit encore vivant demain. Voilà. Et en fait, finalement, c'est exactement, sauf si Pierre, tu m'arrêtes, si je me trompe, c'est la vision de n'importe quel être humain, de n'importe quel organisme vivant. Et du coup, c'est ultra simple. Une fois que tu t'es dit, non mais la vision, on arrête de s'exciter pour essayer de trouver un truc qui va nous faire plaisir dans notre tête et qui sera faux après-demain, pourquoi on n'apprend pas plutôt à devenir hyper adaptable ? Et d'une manière quotidienne, en étant en contact avec notre terrain, en écoutant, en étant à l'affût, etc., etc. C'est à la fois plus simple et plus compliqué. C'est plus compliqué parce que c'est moins clair et qu'il faut accepter de dire à nos collaborateurs, ben non, je sais pas. Pour certaines personnes, c'est compliqué parce qu'elles justifient leur existence en tant que manager ou directeur parce qu'elles ont le savoir. Et en réalité, le savoir, souvent, il n'est pas là, il est chez les gens qui sont sur le terrain et qui perçoivent les chocs. Donc, mais c'est aussi plus simple parce que ça évite de faire une construction mentale, en fait, de passer du temps sur une construction mentale qui n'est qu'une construction mentale. Donc, tu vois, pour moi, ça, c'est un des gros trucs. Et donc, moi, je trouve, c'est mieux de travailler sur la culture de l'entreprise, c'est-à-dire comment on fait notre travail. Maintenant, après, moi, je suis pragmatique et je me dis, ouais, mais c'est quand même plus facile de donner du sens aux gens en leur disant, on va vers cette chose-là. Et moi, j'ai remarqué que les gens qui réussissaient autant des grosses boîtes que des individus, en tout cas, moi, c'est ma manière d'avancer dans la vie, c'est de savoir vers quoi j'ai envie d'aller, à peu près, tu vois, d'avoir une notion, ce qui me plairait, c'est ça, mais d'être très souple sur la manière d'y arriver. Un petit peu comme un bateau, on dit, y a une citation anglaise qui dit « Tu ne peux pas diriger le vent, mais tu peux orienter tes voiles ». Ça veut dire, oui, ce sera peut-être pas le chemin que tu avais prévu, mais tu peux quand même essayer de garder un certain cap. Et du coup, c'est vrai que dans une entreprise, donner un cap,
ça aide quand même les gens à avoir des repères quand même, se dire oui, mais on va quand même dans cette direction-là. Pour travailler au quotidien, c'est plus simple. Donc, je sais que ce que je dis, c'est pas hyper carré et rigoureux, mais dans l'esprit, c'est ça. Une manière assez, un truc que je dis souvent à mes collaborateurs, c'est que faut que vous connaissiez moi j'appelle ça votre ZAB, votre ZAB. Z, c'est où je veux aller, c'est la fin de l'alphabet, c'est vers ça que je vais. A, c'est où je suis aujourd'hui, c'est l'état de mes troupes, l'état de mon entreprise, son stock, son machin, truc. B, c'est la prochaine étape. Tout le reste de l'alphabet, vous oubliez, parce que de toute façon, vous ne le savez pas. Et quand vous aurez atteint votre point B, alors vous rechercherez votre nouveau Z, vous connaîtrez votre A, et puis vous chercherez votre nouveau B. Tu vois, l'idée d'avoir un petit peu comme tu fais un voyage en bagnole, tes phares, ils t'éclairent suffisamment loin quand même pour que tu te prennes pas, que tu sortes pas de la route dans un virage, mais tu as quand même une destination pour te guider. Voilà un peu, je dirais, l'espèce de switch qu'il faut faire dans sa tête, je pense, quand on est chef d'entreprise. Il faut se défaire d'un certain nombre de règles de gestion qu'on nous a mis en tête. La première, c'est celle-là, puis après, il y a les règles d'être hyper optimisé, d'avoir le stock minimum, ou d'avoir exactement le nombre de personnes qui te convient. Alors après, je sais pas, du coup, je vais te renvoyer la balle, Pierre. Je me suis toujours dit, c'est un peu comme un corps humain, si tu l'optimises à mort, c'est-à-dire zéro masse graisseuse, que du muscle, et puis que tout d'un coup, il y a un truc pas prévu, c'est que tout d'un coup, c'est l'hiver et il fait moins 30. Est-ce que c'était une bonne idée d'avoir optimisé à ce niveau-là? C'est-à-dire, est-ce que la nature, elle nous a pas plutôt construit pour qu'on puisse résister à l'hiver? Et donc, c'est comme ça que je justifie d'être un peu gras par rapport à vous. Puis aussi, ça m'arrange bien parce que du coup, je pas trop d'efforts à faire du côté diététique. J'en profite, Pierre, pour compléter la question de Cédric. Que penses-tu également de cet Américain qui est multimillionnaire et qui cherche justement à inverser la vieillesse? Tu as dû le voir passer, je pense. Qui prend une 40aine de compléments par jour, qui a un protocole de sport qui est très établi et qui est, selon moi, l'inverse de... J'ai plus son nom en tête, malheureusement. Ouais. Je peux le chercher pendant que vous parliez si tu le souhaites. Mais effectivement, il a établi un protocole avec une 40aine de spécialistes pour ralentir le cours du temps, voire pour l'inverser. Jusqu'à s'injecter le sang de son propre fils. Waouh. Déjà, voilà, donc, on va avoir une discussion parce que je vais lui demander c'est quoi sa division du temps, parce qu'il n'y a pas de consensus sur ce qu'est le temps, déjà, premièrement. Alors, il y a tellement de choses magnifiques que tu as dit, Cédric, là. Vraiment, vraiment, que j'aime énormément. C'est une des philosophies qui m'inspire le plus, c'est le stoïcisme. Et dans tout ce que tu as dit, il y a du stoïcien, hein, évidemment. Ouais, c'est clair. Déjà redéfinir les termes de vision et de culture d'un côté. Donc, la culture, ce qui est génial, c'est que ça place les valeurs, en fait, au centre. Les valeurs de l'entreprise. Et tout d'un coup, les collaborateurs, ils se sentent responsabilisés. Et c'est leur entreprise. Combien de fois j'ai vécu 7 ans au Japon où il y a cette culture de l'entreprise où ton entreprise, sur ta carte de visite qu'on appelle les meishi, c'est ce que tu as en premier. C'est-à-dire la carte d'entreprise, la business card, elle est plus importante que ta carte d'identité dans ton portefeuille si tu te fais contrôler par la police, tu vois. L'entreprise, l'identité de l'entreprise, elle est importante et les gens sont prêts à mourir pour leur entreprise, véritablement. Et c'est pour ça que le Made in Japan, à un moment, était au summum, alors que c'était un tout petit pays. Bon, ça a beaucoup changé. Mais tout ça pour dire que tout d'un coup, vous n'avez pas des collaborateurs qui viennent en retard au boulot, qui traînent les pieds, qui machin. Non, c'est leur entreprise. Se sentent vraiment impliqués. Ça, on a la même démarche en santé. Quand tu prends quelqu'un en santé, quand tu l'accompagnes, que tu sois thérapeute, que tu sois, peu importe, coach ou quoi, t'essayes de lui faire comprendre que c'est important, son corps. Qu'en fait, il y a rien de plus important que de prendre soin de soi. Et c'est pas du tout égoïste, c'est au contraire très altruiste. Moi, je pense que la médiocrité qu'on s'autorise à avoir envers soi-même, c'est le plus haut taux d'égoïsme, en fait. Et que prendre soin de soi, c'est très altruiste. Parce qu'on va se rendre fort et on va rayonner quelque chose de très intéressant. Et très engageant pour les autres. Pour parler, oui, pour répondre à ce que tu disais, Jérémy, et pour ce que tu disais aussi, c'était très juste, c'est-à-dire quelqu'un qui serait hyper optimisé au niveau du physique, est-ce qu'il serait vraiment adaptable?
Et là, il faut redéfinir aussi ce que c'est optimiser. Si on prend l'extrême, tu prends un bodybuilder qui est découpé avec 2% de matière grasse, et c'est rigolo qu'on parle de ça parce qu'on a eu une conférence de notre ami Julien Lepage il y a peu de temps, qui a fait qui a voulu faire un concours de bodybuilding, mais c'était pendant le Covid. Donc tout était annulé, les compétitions. Il a quand même fait un shooting photo, tu vois. Donc t'as l'impression de voir une planche d'anatomie. Il n'y a plus rien de gras qui traîne, quoi. Et il dit bien, je ne me suis jamais senti aussi mal de ma vie, quoi. Ouais. C'est l'enfer. T'as froid tout le temps, enfin bref, un enfer. Zéro énergie, zéro libido, tout part dans les chaussettes. Donc, non, là, on voit bien que la suroptimisation, si on l'entend de cette manière-là, du corps humain, va, pour moi, de pair avec la recherche au quotidien du confort. C'est-à-dire, à partir du moment où le confort est porté comme un objectif à atteindre, c'est mortifère. Parce que vous allez vouloir enlever encore une fois tous les petits chocs du quotidien. Les petites variations de température, les petits efforts, etc. Mettez-moi un escalator au lieu d'un escalier, mettez-moi un ascenseur, Et donc là, tu fais un corps humain, justement, tu suroptimises ton environnement en détruisant ton corps. Et ça, je pense qu'encore une fois qu'on a des parallèles dans tout ce que tu disais au niveau de l'entreprise, quoi, hein. On m'a dit, je sais pas si c'est vrai, on m'a dit que le corps humain, il était à son meilleur pour affronter son environnement, on va le dire comme ça. En tout cas, quand en fait tu as 39 degrés. Quand il a 39 degrés, c'est une personne qui avait dit ça à quelqu'un qui parlait de l'écologie et qui expliquait, c'est là qu'on est le plus résistant aux maladies en fait, parce que notre corps est... Mais il expliquait en même temps, il dit, mais personne résiste longtemps à cette température-là. Et il faisait et du coup, moi, je faisais un parallèle avec l'entreprise, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que oui, une entreprise, tu peux la mettre en situation d'hyper-performance. Tu mets la pression à mort sur tous tes collaborateurs, tu les fais travailler 10 heures par jour, faut sortir du résultat, faut sortir du machin, faut tout le truc. Et effectivement, pendant une petite période, et c'est pour ça que tout à l'heure je parlais quand même de la notion de temps, tu vas faire des performances qui vont être hors normes. Et alors, peut-être faut faire ça avant de vendre sa boîte, je sais pas. Mais en tout cas, en fait, ce dont on se rend pas compte, les gens qui pratiquent le management de cette manière-là, c'est qu'en fait, ils sacrifient le long terme pour le court terme. Parce que finalement, oui, tu vas réussir ça, puis tu vas commencer à avoir des démissions, des mecs qui vont tomber malades, des burn-out, tu vas plus être suffisamment ouvert à ton environnement, tellement tu seras focus, et donc tu vas pas voir arriver justement le choc important, etc. Et c'est aussi une des choses qui remettent en cause la manière de faire fonctionner une entreprise, c'est ça. Et d'ailleurs, il y a Sinek qui a écrit le mec qui a écrit Why, qui a écrit un bouquin qui est moins connu, qui s'appelle The Infinite Game, où il dit en fait un peu ce que je disais tout à l'heure en disant le but d'une entreprise c'est de survivre avant tout. Et lui, il fait le comparatif, il dit je crois que c'est lui qui dit ça, je suis plus très sûr maintenant, mais bref, l'image est intéressante. Il dit il y a plein de chefs d'entreprise qui managent leur entreprise comme s'ils manageaient un match de foot. Et effectivement, un match de foot, il y a une échéance, c'est-à-dire c'est 90 minutes ou je sais pas exactement. Et finalement, peu importe l'état des joueurs à la fin, ce qui compte, c'est d'avoir mis plus de buts que l'équipe adverse. Mais d'une entreprise, c'est pas du tout ça. Une entreprise, oui, il y a des moments où il faut savoir cravacher et passer devant, mais c'est le long terme qu'on vise, c'est de la survie à long terme. Et donc, on peut pas manager de la même manière. Et j'aime bien cette image parce que du coup, ça remet aussi en question des choses qui sont assez destructrices dans le management. Par exemple, le management à la pression, etc., etc. Et alors, je sais pas s'il y a des parallèles avec le corps, mais oui, je suppose. Ouais, on en revient, selon moi, à cette notion de rebond positif, encore une fois. Bien sûr. Si tu retrouves sur la corde, au bout d'un moment, la corde va céder. Ouais, c'est ça. Et en fait, tu tires pas parti du choc. Exactement, mais pour aller plus loin, donc j'ai évoqué tout à l'heure, dans le monde de la chimie, en 1977, il y a eu un prix Nobel qui s'appelait Ilya Prigogine pour les structures dissipatives. Et voilà, on s'est rendu compte que, par exemple, on fait un mélange avec de l'argent et d'autres matières grasses. Quand on fait chauffer à haute température, cette espèce de liquide commence à prendre des structures qui font un peu des schémas. Des patterns qui sont beaucoup plus structurés, donc loin de l'état d'équilibre. Et ça, c'est exactement ce que tu viens de nous décrire, en fait.
Certes, à court terme, si tu suroptimises tout, hein, tu as parlé d'hyper-performance, tu mets l'entreprise dans un état d'hyper-performance, certes, à un instantané, tu vas voir, tu te dis, punaise, on carbure comme des dingues et on fait un CA pas possible, ok? Mais tu crames en fait tout le monde. Mm. Et derrière, c'est l'effondrement. Et donc, la structure dissipative que nous sommes, et je t'encourage vraiment à voir ce qu'a fait Ilya Prigogine, parce qu'il a étendu après, comme Taleb en fait, à tous les systèmes complexes. C'est-à-dire, ça c'est vrai pour le vivant, tu vois, dans le vivant on appelle ça l'hormèse, Taleb dit voilà, on a l'hormèse dans le vivant, bon bah voyons voir si dans la finance ça marche aussi. Mm. Et en fait, Prigogine a fait la même chose. Et il s'est rendu compte qu'une société, alors dans le sens peuple, mais aussi société-entreprise, c'est aussi des structures dissipatives de la même manière, en fait. Et que on va bénéficier, en fait, de s'éloigner très loin de l'équilibre, du point d'équilibre, pour acquérir quelque chose. Voilà, encore une fois, par l'antifragilité, on renforce certains points, l'équipe se soude, je sais pas, on pourrait dire plein de trucs par rapport à l'entreprise, mais voilà. Le vivant, bon, bah, tu fais un bain glacé, tout d'un coup, le système immunitaire, le système hormonal, le système nerveux doivent s'adapter très très loin de l'état d'équilibre, mais tu restes pas toute la journée dans le bain froid, c'est ça le but en fait. Tu rentres, tu sors. Et le lendemain, tu peux rester plus longtemps. Et voilà, mal comprendre l'hormèse, mal comprendre l'antifragilité, c'est penser uniquement au choc. Comme tu as dit plusieurs fois, Jérémy, il faut penser à amélioration et au rebond. Si tu penses que c'est te coincer les doigts dans une porte, c'est de l'hormèse, bon bah voilà, c'est pas compris. Et malheureusement, c'est ça qu'on voit sur Internet, c'est je vais me devenir antifragile. Et le gars, il se fait juste mal, tu vois. Bon. Il démontre qu'il est fragile. Exactement. Un autre sujet important pour Nassim Nicolas Taleb, c'est les optionnalités. Le fait d'avoir plusieurs choix à disposition pour justement, en cas de choc, en cas de signe noir comme lui l'appelle, pouvoir potentiellement pivoter, bifurquer pour rester, on va dire, sur le terrain et non pas pour vraiment, malheureusement, fléchir et potentiellement mourir si on est une entreprise. Comment toi, Cédric, au niveau de tes boîtes, tu développes justement cette notion d'optionnalité? Est-ce que c'est possible d'ailleurs? Ouais, c'est même souhaitable, mais du coup, il faut faire une croix sur certains paradigmes qu'on a sur la bonne manière de gérer une boîte. Je vais te donner un exemple tout simple. Quand il y a eu les pénuries juste après le Covid, les gens qui avaient un stock super optimisé, c'est-à-dire très bas, bah ils se retrouvaient à poil. Et ceux qui peut-être volontairement ou peut-être involontairement avaient trop de stock, bah ils se sont retrouvés devant une opportunité de prendre le marché au premier. On a aussi la même chose, j'en parlais il y a pas longtemps sur un podcast où on me disait bah ouais mais moi en fait je suis coach ou je sais pas quoi et en fait j'ai pas envie de m'embêter avec des salariés parce que quand tu as des salariés c'est plus compliqué, du coup mon business est plus risqué. Bah, je lui dis ouais jusqu'à un certain point. Là ton business, moi j'ai plutôt l'impression qu'il est très risqué. Parce que si tu as un problème de santé, si tu as un problème dans ta famille, si tu dois aller faire autre chose pendant un moment, ton business s'arrête. Temporairement, j'espère pour toi, mais il s'arrête. Donc la personne me dit bah ouais, mais donc qu'est-ce qu'il faut? Il faut que j'ai quelqu'un. Et je dis oui, je dis il y a même, on est même capable de déterminer un peu une taille critique qui fait qu'on est peut-être moins performant que quand on est tout seul, parce qu'il y a de la friction quand on est plusieurs, ça c'est indéniable, mais où on n'est plus capable de résister au choc. Et cette taille-là, c'est la taille où à la fois on a une répartition des tâches sur plusieurs personnes et de la polyvalence, et éventuellement du doublonnage. Ah ouais, mais alors du coup, il faut faire plus de chiffres. Oui, et ça peut être un objectif de dire, en fait, je vise ce chiffre d'affaires-là, pas parce que j'ai un ego surdimensionné, que je veux pouvoir dire que je fais 3 millions, machin bidule. Je vise ce chiffre d'affaires-là parce qu'il va me permettre d'avoir une structure qui va faire que je suis plus pérenne sur mon marché. C'est une des manières de voir. Aussi, le fait d'avoir 5 entreprises au lieu d'une, c'est aussi une manière d'avoir plus d'options, puisqu'en fait, on a plus de richesse à l'intérieur, on est sur plus de marchés. Alors moi, j'aime bien qu'il y ait un lien entre les trucs, parce que sinon,
c'est plus difficile justement de faire jouer cette notion d'option, mais je veux dire n'importe quoi. J'ai une société qui est dans un domaine et elle est très très forte dans la distribution de consommables, puis j'ai une autre, elle fait des machines dans un autre domaine. Puis tout d'un coup, je me dis, bah tiens, dans ce domaine-là, il y a aussi du consommable. Ah, bah ça tombe bien, j'ai la culture consommable dans une autre de mes boîtes. Tu vois, tu peux faire des choses comme ça. Donc, ouais, c'est ça, l'histoire de toujours avoir suffisamment d'options à sa disposition. Il est à 2 niveaux. Il est à ce niveau-là, c'est-à-dire en répartition du risque, en ayant de la redondance à l'intérieur de notre entreprise, plutôt d'être super optimisé, mais à un seul environnement, ou à un seul moment dans l'environnement. Et puis aussi, ce que je disais tout à l'heure, la souplesse par rapport à la planification. Être capable de se dire, bah, on avait prévu que ça se passe comme ça se passe pas du tout comme ça, donc on arrête, quoi. On arrête, on continue pas avec le même plan. Et ça, dans des grosses boîtes, c'est très très dur. Dès que tu as beaucoup d'administration dans la boîte, c'est beaucoup plus difficile d'être flexible. Donc là, j'ouvre plein de portes, mais c'est juste pour dire, oui, c'est hyper important d'avoir plein d'options à ta disposition. Tu vois, par exemple, dans mes entreprises, j'en ai une où il y a beaucoup de fournisseurs, donc je représente plein de cartes différentes. Ça veut dire que je ne suis pas dépendant d'une seule personne. Puis j'ai une autre boîte, ça me plaît moins. On a énormément développé un business et ça devient une faiblesse parce que du coup, on est très dépendant de ce business et donc on réduit nos options. Si jamais ce fournisseur nous dit, bah, désormais, c'est comme ça et puis que ça nous plaît pas, comment on fait pour se retourner parce que nous, on se dit, non, le marché est pas comme ça. Donc oui, il faut toujours avoir... En tout cas, au niveau entreprise, c'est comme ça que je le traduis, en fait. Et maintenant, si on parle du vivant, Pierre, comment est-ce qu'un individu, justement, peut développer ses optionnalités? On en parlait déjà, là. On était en plein dedans. Bien sûr. Non, je rigole. Les parallèles sont tellement nombreux. Dans la souplesse, dans la planification, c'est royal, quoi. C'est vraiment comme ça qu'il faut... En fait, c'est changer ses paires de lunettes. Hein. C'est vraiment changer son regard qu'on porte sur les événements qui est important. Tu vois, Cédric, tu parlais de cette souplesse-là. Nous, on le voit très bien dans le monde de l'entraînement physique qu'on aime tant avec Jérémy. Tu vas à une soirée déguisée en Batman, et en fait, tu te rends compte que c'est pas du tout une soirée déguisée. C'est-à-dire, le matin, non, ou la veille, tu te dis, ah, demain, je vais me faire cette séance, puisque j'ai une courbe de progression, il faut que je m'améliore en endurance, tu vois, donc je vais faire ma séance de course à pied 5 km. Tu te réveilles le matin, mais t'as aucune envie de faire ça. Vraiment. Et t'as les tendons au niveau des chevilles, tu sens très bien que ça va pas passer, etc. Et là, t'as toujours plusieurs choix. Soit t'es suroptimisé et tu te dis, je dois faire cette séance-là parce que je peux pas sortir de ma planification. Soit tu dis, bon, ok, j'ai pas fait l'économie de la connaissance, je me suis renseigné, j'ai appris la physiologie et la biomécanique. Je sais que pour améliorer ma course à pied, je peux très bien aussi aujourd'hui m'entraîner sur la respiration parce que c'est important la respiration dans la course à pied et préserver mes tendons aujourd'hui. Et avoir, en fait, c'est pour ça que je reviens au fait de se former et d'apprendre les bases, c'est que très souvent, en fait, les personnes qui coupent-circuitent en fait leur propre antifragilité, pour revenir au thème de notre conversation, c'est qu'ils n'ont pas fait le taf, en fait. Ils n'ont pas fait le taf d'apprendre les principes, les bases. On essaie tout le temps de trouver le court-circuit de nos jours, d'aller dans le shortcut maximum sur gagner du temps, encore une fois, une expression qui ne veut rien dire, puisque on utilise des mots qu'on ne maîtrise pas. Au lieu de, je bûche. D'abord, je fais bien les choses. J'apprends les grands principes. Et comme ça va me permettre d'avoir du répondant et de l'adaptabilité. Donc, pour revenir à la souplesse de la planification, ça, Jérémy, tu pourras en parler aussi, c'est notre quotidien, quoi. On n'est pas obligé de faire ça. Jusqu'à toujours à un certain point. On peut pas faire non plus n'importe quoi tous les jours et voilà, une première idée qui passe par la tête, on change les plans. Mais voilà, ça me fait penser à ça. Et je rebondis aussi par rapport à quelque chose que tu as dit précédemment, Cédric, c'est qu'on peut pas prévoir le futur avec les éléments du passé et du présent. C'est-à-dire que tu auras beau faire des planifications et essayer de voir l'avenir, comme tu disais tout à l'heure, voir la lettre C, D, E, F, etc. Non, n'essaie même pas, même B en fait. B, tu t'en fais une idée, mais quand tu seras au moment de B, ce que tu avais prévu en B, tu l'avais prévu en fait quand tu étais à A. Et quand tu es en B, tout a changé. Un homme ne se baigne jamais deux fois dans la même rivière, ça coule les événements, ça change, toi-même tu changes à chaque instant, et quand tu vas prendre ta décision, à ce moment-là, dans le point futur, en fait,
tout l'événement, tout l'environnement aura déjà changé, il va falloir que tu t'adaptes dans cette prise de décision. Et ça, c'est important parce que sinon, on crée des individus qui ont un regard sur la volatilité et sur l'imprévu qui caractérisent ça comme négatif, qui voient l'inconfort comme négatif. Parce que, encore une fois, on a mis le confort comme objectif. Donc tout ce qui est inconfortable, j'en veux pas. C'est incertain. Non. Et on le sait très bien, l'être humain préfère le malheur à l'incertitude. Non, j'y vais pas, quoi. Donc c'est très important de revenir à ce que tu disais, c'était fondamental, la culture de l'entreprise. Et si dans la culture, tu fais déjà comprendre que la volatilité, c'est très bien, on va s'adapter, les gars, et on est soudés tous ensemble, donc vous inquiétez pas, ça va le faire. Dès le départ, tu crées une équipe géniale, une entreprise super. Oui, une phrase que j'aime beaucoup chez Nassim Taleb, c'est apprendre à vivre dans un monde qu'on ne comprend pas. Pour moi, ça a été clic. Je me suis dit, c'est ça. En fait, ça résume le truc. T'admets que tu comprends pas. Après, il y a quand même un truc dont je pense qu'il faut parler. D'ailleurs, c'est-à-dire que il faut pas non plus, je suppose, en entraînement physique ou mental, comme dans le monde de l'entreprise, que le fait de dire on planifie plus ou bien on se donne le droit de sortir de la planification à tout moment, ce soit l'ouverture au grand n'importe quoi. Tu vois, bien sûr, moi quand même, tu vois, tu dis ça. Alors, je fais quand même un petit peu de sport et récemment, j'ai voulu sérieusement me mettre sur ma condition cardiovasculaire parce que je pense qu'à mon âge, c'est plutôt ça qu'il faut que je développe. En tout cas, c'est un de mes points faibles. Et donc, j'ai pris un programme d'un truc qui te fait passer de VO2 max à ceci, à cela. Et je me suis forcé à suivre le truc, dire je n'interprète pas, je suis et je fais. Et en fait, ça m'a beaucoup aidé parce que comme je suis probablement comme vous, quelqu'un qui cherche beaucoup, etc., j'ai vite une tendance de dire ah ouais, mais non, ça, je vais pas le faire parce que en fait, c'est peut-être mieux de faire comme ça. Et du coup, je peux avoir du mal à suivre ça. Alors, moi, ça a été fructueux en termes de résultats au niveau physique, puisque j'ai pu me mesurer avant et après, mais peut-être j'aurais été plus vite autrement. Mais ça m'a fait penser à l'entreprise. Moi, tu sais, j'ai des systèmes que je propose dans l'entreprise, et tout à l'heure, je disais, il ne faut pas être trop rigide sur la planification ou sur les objectifs, etc. Mais pour moi, alors, moi, je suis quelqu'un qui avance en testant, évidemment, donc peut-être j'évoluerai là-dessus, mais aujourd'hui, quand je conseille une entreprise ou un manager et que je lui dis tu veux faire du management par objectif, comment tu fais? Je lui mets 3 dimensions, une dimension stratégique, tactique et terrain, et je les temporise. C'est-à-dire que je dis le stratégique, c'est 90 jours. C'est-à-dire que ton Z, là, c'est 90 jours. Et tu n'as pas le droit, pendant 90 jours, de revoir ton Z, sauf s'il y a un très gros choc. Parce que le risque, si tu dis pas ça, c'est que le mec a la moindre difficulté terrain, c'est-à-dire au niveau terrain, tu vois, ils disent en fait, c'est les objectifs qui sont pas bons, et du coup, il t'explose les objectifs, et en réalité, finalement, tu vas te rendre compte que dès qu'il y a un obstacle, en fait, il revient en arrière, ou bien il tourne en rond, etc. Et donc, il y a une espèce comme ça de juste milieu à trouver entre, en tout cas dans l'entreprise, entre c'est une péripétie, ou est-ce que je persiste, jusqu'à où je persiste, et à un moment, tu es quand même obligé, comme tu fais travailler beaucoup de monde, puis tu vois, moi je donne des conseils à plein d'entreprises, je suis obligé de fixer un cadre en disant, il y a un rythme idéal, alors peut-être sur ton marché c'est 60 jours, puis sur un autre ce sera 180 jours, mais déjà pars avec 90 jours, et quand tu te fixes un objectif, tu déroges pas pendant 90 jours. Tu vois, un petit peu comme mon truc cardio, là, c'est 12 semaines, en 12 semaines, je te dis, Cédric, tu n'as pas le droit vraiment, si j'ai la grippe, ça sera différent, mais de te lever le matin en disant « Oh ouais, mais j'ai un petit peu mal ici, j'ai un petit peu mal machin », je me suis dit non, 12 semaines, puis je me connais assez pour me rendre compte si je suis en train d'abîmer quelque chose ou pas. Et voilà. Et si j'avais pas eu ce truc-là, tu vois, j'aurais peut-être... Alors, je sais pas si... Ça, moi, c'est pas mon domaine du tout, dans le domaine physique, etc. Mais si tu as cette notion de dire... Oui, il faut être à l'écoute, oui, il faut s'adapter en temps réel, mais en même temps, attention de pas faire du surplace ou de tourner en rond, quoi. Ouais, c'est tellement juste. Tu fais vraiment bien de mettre le doigt dessus parce que c'est vrai qu'on peut entendre
ça, et très vite. Et c'est malheureusement un gros frein à la progression en termes physiques, parce qu'il faut quand même aller chercher dans l'inconfort si on veut que le système change. Ouais. Il faut lui envoyer un signal qui soit suffisamment puissant pour qu'il change. Sinon, Mm. il va aller à l'économie, il va pas changer. Donc moi j'aime bien la phrase de Dali ou de Picasso, je sais plus. C'est apprendre les règles comme un ingénieur pour pouvoir les transgresser comme un génie. Ouais. Et je pense que toi, dans le monde de l'entreprise, t'es au niveau de pouvoir les transgresser. C'est-à-dire, tu as une vision tellement haute de choses que, ok, on va s'adapter en faisant ça. Tu le sais, les choses. Mais les gens qui sont, voilà, peut-être un peu plus débutants, c'est-à-dire les employés que tu encadres, etc., tu vas leur poser justement le cadre, en leur disant, bon, écoutez les cocos, moi j'ai 20 ans d'expérience de plus que vous, je vous donne ça comme objectif, vous n'avez pas le droit, entre guillemets, de tricher. Vous n'êtes pas encore prêt, vous n'êtes pas encore mature pour pouvoir tricher, pour pouvoir sortir des règles. Par contre, en suivant mes règles, vous me faites confiance, donc c'est vraiment un rapport humain, tu vois. En suivant mes règles, vous allez apprendre les principes. Vous allez vous connaître vous allez apprendre les principes du marché qui, plus tard, vont vous permettre cette optionnalité, cette adaptabilité. Je vois les choses comme ça, et en fait, en tout cas, dans le monde de l'entraînement, c'est pareil. C'est-à-dire qu'un primo débutant, tu vas pas lui dire, si jamais un jour tu sens que tu as de l'accumulation lactique, eh ben tu vas pas lui mettre une tête comme ça. Tu vas lui donner un programme sur 12 semaines justement, et tu vas lui dire voilà, reste au maximum dans ces lignes-là, sauf exception. Mais exception, voilà, t'as la grippe, tu m'appelles et on voit. Et voilà, Jérémy ou moi, on fait ça depuis 25 ans. On sait très bien que on peut s'adapter, on peut changer. Comme je t'ai dit tout à l'heure, mon plan, c'est, par exemple, m'améliorer en endurance, c'est la course à pied. Si j'ai mal à la cheville un jour, je sais très bien que je peux faire de la respiration. Mais ça ne m'enlève pas mon objectif d'améliorer de mon endurance, tu vois. Donc, je te rejoins tout à fait. Je pense que c'est juste, comme tu l'as dit, c'est subtil, et c'est une voie du milieu où il faut vraiment adapter à la personne, et donc adapter à l'entreprise, son état de maturité, son ancienneté, je suppose, les équipes et tout. Et ça, c'est au jour le jour qu'on voit, et c'est peut-être ce qui fait la force d'un très bon chef d'entreprise, c'est d'arriver à voir si on change les plans un tout petit peu, on twist, qu'est-ce qu'on fait. Voilà, je pense. C'est vraiment intéressant ce que tu dis. En plus, moi, ça fait aussi écho à une difficulté que je rencontre que beaucoup de chefs d'entreprise rencontrent avec l'arrivée des nouvelles générations d'entreprises. C'est un peu cette impression que on peut tout changer, que tout est bon en fait, que y a pas besoin de creuser, il n'y a pas besoin de se mettre en inconfort, il suffit de pivoter puis de choisir une autre solution, etc. Et je trouve que ça a ses limites. Moi, je trouve passionnant l'accès à toutes les connaissances, mais il y a un risque, c'est un peu de se perdre, et surtout de toujours trouver la vérité qui nous arrange. Ouais. Et ce que tu dis sur l'entraînement physique, où tu dis, il faut qu'il y ait de l'inconfort, c'est déjà une donnée de base qui va nous interdire justement à trop nous écouter parce que ce matin-là, on n'a pas envie, parce qu'il fait froid dehors, etc., etc. Tu sais, le truc de toute façon, tu mets tes baskets, tu t'habilles en tenue, et là, tu décides si tu vas aller courir ou pas. Je trouve que c'est un super truc, parce qu'en général, quand tu as fait l'effort de te fringuer, t'y vas, quoi. Ah. Mais on a ce truc-là aussi dans l'entreprise. Mais c'est moins... je sais pas comment dire, c'est moins... c'est plus compliqué de l'inculquer à des générations plus récentes, de leur dire que ça devient intéressant justement quand c'est difficile. Si dans ton travail, t'as jamais l'impression que c'est difficile, c'est qu'il y a un putain de problème. C'est qu'il faut que tu regardes. T'es en train, certainement, de pas travailler sur les bons sujets. Et chef d'entreprise, c'est pareil. Maintenant, ça veut pas dire qu'il faut l'histoire, c'est pas être maso. Mais c'est qu'en général, s'il n'y a pas à un moment un petit peu de challenge et de difficulté, c'est que tu es en train de plus être justement dans la zone d'antifragilité où il faut que tu te challenges à des choses compliquées. Hein, tu sais, dans l'entreprise, c'est assez facile de se dire non, mais ça, c'est pas mon problème, tu vois. Plus tu as d'administration autour de toi, plus c'est facile. C'est un des grands thèmes de Nassim Taleb. Il a 50 000 citations là-dessus parce qu'il est assez remonté contre les administrations et la manière dont les États sont gérés par une technostructure qui prend aucun risque. Tu vois, je sais pas si tu as lu son bouquin Skin in the Game, Sauver sa peau. Ouais, magnifique. Où il explique et c'est exactement ce que tu dis pour le sport, c'est que s'il n'y a pas d'enjeu
dans ce que tu fais, en fait, il y a un problème. Et c'est pareil dans l'entreprise. Si quand tu prends une décision, ça n'a aucune conséquence, que ça tombe face ou pile, ça n'a pas de conséquence pour ton entreprise ou plutôt pour toi personnellement, tu vas prendre la mauvaise décision. Parce que tu vas pas activer chez toi ce qui te permet de voir les risques et les potentialités, en fait. Une règle super intéressante qui va dans le sens de ce que tu partages, Cédric, règle que tu connais très bien, Pierre, la règle des 85%, de Jonathan Cohen, il me semble, Je connais pas. qui explique comme quoi, effectivement, c'est une règle qui s'applique de base à l'apprentissage, qui explique comme quoi il faudrait, pour que la plasticité cérébrale se mette en place, donc pour que croissance il y ait, que 15% des exercices que l'on fait, des apprentissages que l'on met en place, soient voués à l'échec. Nous challenge, nous dépasse en quelque sorte. L'idée, c'est pas accepter, ok, c'est pas possible, je ne le fais pas. C'est tout mettre en œuvre pour le faire, mais vraiment avoir une grande chance d'échouer par rapport à ça. Et au niveau vraiment sportif, ça se retrouve, et également au niveau de l'entreprise. Si tes collaborateurs sont constamment dans une zone de confort, il n'y a pas de progression du cerveau. Parce que pourquoi le cerveau irait dépenser l'énergie pour se remodeler, pour s'améliorer, pour se développer, s'il est dans la facilité? Il ne le fera pas par économie d'énergie. Par contre, si dans 15% des situations, il échoue, il en tire des leçons, il s'améliore, il progresse pour qu'à l'avenir, justement, il puisse répondre présent si le problème se repose à nouveau. Super intéressant. T'as ça vachement dans l'entreprise, où tu dis si les mecs ils se plantent jamais chez toi, il y a un problème, c'est qu'ils prennent pas assez de risques. Et là encore, Taleb il a la réponse quand il parle de la stratégie des haltères, où il dit il faut absolument que tu prennes on va prendre, c'est peut-être pas les pourcentages quelque part, c'est pas grave, mais en fait il faut que dans ton business t'aies 90% de tes actifs, de tes actions, etc., qui soient peu risqués, qui rapportent régulièrement, et que tu prennes le risque sur 10% de ton business, mais c'est que 10%, comme ça tu fous pas ton business par terre si ça marche pas. C'est-à-dire qu'il faut, tu vois, il y a une histoire de comment on appelle ça, de symétrie, de dissymétrie entre le risque et le gain. Oui, tu prends des risques forts sur des petites parties de ton business. Sur la grosse partie de ton business, tu fais gaffe, tu prends pas un gros risque parce que si tu te plantes, là, tu n'as plus de société du tout. Mais il faut pas être à 100% safe. Mais il faut pas non plus être à 100% risqué. Je pense que ça, c'est le parallèle qu'on pourrait faire au niveau de l'entreprise. Et après aussi, oui, est-ce que tes équipes font des erreurs? Et parce qu'on dit souvent, il y a un truc qui est très répandu dans l'entreprise où on dit tu peux faire une erreur une fois, mais pas deux, parce que 2 fois, c'est pas bien. Terrible. Et comment? C'est terrible, c'est terrible. Ouais. Et en plus, moi, j'ai eu tendance à le répéter, puisque c'est un peu ce que tout le monde dit. Puis à un moment, je me suis dit, mais moi, quelquefois, je fais 5 fois la même erreur avant de me rendre compte que c'est une erreur. C'est comme ça que j'apprends. Donc, comment je peux dire à mes collaborateurs qu'ils doivent prendre des risques, mais sans leur autoriser n'importe quoi, parce que oui, un mec qui fait des erreurs 100% de son temps, faut pas le garder dans ta boîte, je vais être clair là-dessus, ça sert à rien, je veux dire, c'est mauvais pour l'entreprise. Et la réponse, je crois, c'est que on n'apprend jamais, c'est un autre chef d'entreprise qui m'a dit ça, je lui ai demandé à la fin de sa carrière, je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu as de retenu de plus important depuis que tu travailles? Et il m'a dit, on apprend en corrigeant ses erreurs. Et je pense que c'est ça, dans l'entreprise, ça c'est un truc, c'est comme ça que je dis à mes collaborateurs. Je dis, vous pouvez prendre des risques, et donc vous ferez des erreurs. Tout ce que je vous demande, c'est que vos erreurs ne mettent pas en danger l'intégralité du business, évidemment, et que vous soyez capable de réparer les erreurs. D'une manière ou d'une autre, que ce soit vous qui répariez les erreurs. C'est très important en management, parce que si c'est toi qui répares les erreurs de tes collaborateurs, ils apprennent jamais, ils continuent à faire des erreurs, et toi, tu vas au burn-out. Et c'est beaucoup de chefs d'entreprise, de managers font ça. Ils disent, ah bon, c'est moi encore qui vais devoir appeler le client pour arranger la connerie que tu as faite. Non, jamais. C'est le mec qui a fait la connerie qui appelle le client pour lui expliquer. Il va apprendre, il va devenir meilleur. Ouais, c'est du skin in the game un peu. Comme pour les enfants. C'est un peu du skin in the game. Et comme pour les enfants. Tu renverses un verre d'eau, tu ramasses ta bêtise. Tu assumes les conséquences de ton erreur. Sinon, c'est important. Sinon, t'apprends pas. Ouais, pardon. Non, vas-y, je voulais justement savoir par rapport à Cédric, est-ce que tes collaborateurs qui font des erreurs, après, communiquent au reste des collaborateurs sur l'erreur qu'ils ont commise et sur comment ils ont pu potentiellement corriger l'erreur en question pour que ça bénéficie à l'ensemble de l'équipe? Bien sûr, c'est ça qui est important. Super. Et c'est pour ça que les post-mortem, c'est important de dire
où on a merdé là? Pourquoi ça a pas marché? Pourquoi ce lancement de produit n'a pas marché et celui-là a marché, etc., etc. Quelles erreurs on a faites? Ou est-ce qu'il y a eu des erreurs de fait, etc. C'est assez simple, en fait, à énoncer tous ces principes. Et je pense que ça part toujours des principes. C'est parfois plus difficile de le mettre en œuvre. Selon tes collaborateurs, tu as des gens qui vont être plus ou moins à l'aise. En fait, les gens qui ont la plus grande confiance en eux, en général, c'est ceux qui sont capables de faire preuve de la plus grande vulnérabilité. C'est-à-dire que il faut une certaine solidité, plutôt une certaine assurance pour pouvoir dire bon, ben là, je me suis planté, voilà ce que j'ai fait, etc. Ou pour pouvoir dire bah là, vraiment, je sais pas quoi faire. Les gens qui disent voilà, vraiment, je sais pas quoi faire, en général, c'est les gens les plus sûrs d'eux. C'est ton assurance qui te permet de dire je suis tellement sûr de moi, je suis tellement à l'aise que je suis capable de dire que là, j'ai pas la solution et que c'est la merde. Et les gens, les sachants, ils savent explicitement, justement, ce qu'ils ne savent pas. C'est ça. Une grande leçon, on l'a tous fait, hein. Quand on creuse un domaine, plus on creuse, plus on se rend compte de notre zone d'ombre et de ce qu'on ne sait pas. C'est l'effet Dunning-Kruger, tout simplement. Il y a des philosophes et des penseurs qui ont dit des choses très belles dessus, et par exemple Michel Bitbol qui parle d'un silence entouré. Notre savoir, c'est un silence qui est entouré. Et plus on accumule du savoir, plus ce silence, cette zone d'ombre augmente. Et donc, comme tu as très bien dit, les gens qui font un aveu de faiblesse, bon bah écoute, là, franchement, je sais pas quoi faire. C'est généralement des gens qui sont sages et intelligents. Je rebondis par rapport à tout ce que tu as dit de très très juste dans le skin in the game, dans le fait de jouer sa peau, et malheureusement le fait qu'on ait eu cette tendance de s'éloigner des conséquences de ses actes. Je fais un truc et il appelle ça, Taleb, développer une stratégie de la dette. C'est-à-dire, je m'autorise à être inadapté à ce monde. Je m'autorise, je contracte une dette, ok, d'accord, comme une banque. Bon, bah, voilà, je gagne 1000 balles par mois, je m'achète une Ferrari. Allez, je m'achète une Ferrari, je vais voir ma banque, et je prends une grosse dette. Donc, c'est pas du tout adapté, mais je m'y autorise, parce que j'ai le droit. Ça, c'est sans doute la marque de fabrique du 21e siècle, j'ai le droit. J'ai le droit à faire ça, tu vois, c'est hyper-libéralisme, qui, moi, personnellement, me hérisse un peu les poils. On oublie très vite ses devoirs. Et donc, j'ai le droit. Ok, let's go. Je fais ce que je veux. Et ben, avec le corps humain et la médecine, malheureusement, on est tombé dans ce côté-là. C'est-à-dire, tu vas voir ton médecin, dis, donnez-moi la pilule magique qui me permet de continuer à faire de la merde et à manger fast-food, etc. Tu vois. Mais donnez-moi un truc. Parce que là, visiblement, mon corps, il se dérègle. J'ai mal partout. Donnez-moi ce médicament. Surtout, je veux pas changer mes habitudes. Et on a cette même, sortie de la responsabilité et éloignement des conséquences de ses propres actes, en donnant les clés de la responsabilité à autre chose. Et je suppose que tu vois très bien ça en entreprise. Si tu n'inculques pas encore une fois une culture, si on en revient toujours là, les personnes n'ont pas l'impression de bosser pour leur propre entreprise. Ils ont l'impression de bosser pour un patron qu'ils aiment pas trop. Donc bon, je fais des erreurs, mais je m'en fous un peu. S'ils me virent, tant pis. Et on rentre dans un système qui est terrible, en fait, qui est humain. Voilà. Et j'aime bien ton histoire de la pilule, parce que d'abord, une première question que ça pose, c'est quand même ce qui se vend le mieux. La pilule qui t'évite l'effort et qui te donne le confort. C'est vraiment ça, hein. Notre société, c'est ça. Maintenant, moi, ce que je vois beaucoup, et je trouve ça super intéressant, c'est oui, mais en fait, finalement, la pilule, elle t'apprend rien, en fait. Et en fait, ce qui est intéressant, est-ce que c'est le confort qu'elle va me donner, ou est-ce qu'une autre voie, elle m'aurait pas plutôt fait progresser, fait apprendre des choses, et m'aurait pas mieux renseigné sur moi-même, etc., etc. Et moi, j'ai vraiment l'impression qu'il y a... Enfin, moi, je suis certainement beaucoup moins que vous sur le web et sur les réseaux, etc. Mais j'ai quand même l'impression qu'il y a une espèce de mouvement comme ça qui émerge, et moi, je trouve ça super intéressant. Et tu as parlé du stoïcisme, Pierre, tout à l'heure, et tu as visé juste. Moi, c'est clair, hein, c'est clair, je me reconnais complètement là-dedans. Et j'entendais une interview je crois que c'est de Sam Harris, sur le podcast Diary of a CEO. Et moi, il a dit un seul truc, c'est une longue interview, mais il y a vraiment un truc qui m'a vraiment intéressé dans son interview. Le mec lui dit, qu'est-ce qu'il faut faire tous les jours? Et le mec, il cite 4 ou 5 trucs. Il faut faire une longue marche, machin, bidule, ouais, ok.
il dit « Do something challenging every day ». C'est-à-dire se fixer comme objectif de faire quelque chose de challengeant chaque jour. Et je sais que c'est pas vendeur. Je sais que dans les gens qui vont écouter, les gens vont dire ouais, putain, il nous fait chier. Donc qu'est-ce que ça peut être? C'est se dépasser physiquement, peut-être un bain froid. Moi, c'est pas trop mon truc, mais apparemment, c'est vachement le truc de beaucoup de monde en ce moment. Mais en fait, le fait d'avoir fait un truc comme ça, et peut-être la première chose dans ta journée, ça change complètement ta journée. Donc ça veut quand même dire qu'on est fait pour ça. Ça veut quand même dire que on change la couleur de notre journée en faisant ça, et on le fait pour nous. C'est une contrainte librement consentie, ce qui est quand même plutôt pas mal, hein, parce que oui, on a plein de choses négatives dans nos sociétés, mais il y a quand même quelque chose qui est assez formidable dans notre monde, c'est justement de pouvoir choisir ses contraintes quand même quelque part. Et donc pouvoir faire le choix d'une autodiscipline. C'est intéressant ton propos par rapport à la pilule qui justement ne force pas l'adaptation en quelque sorte, et la performance, la croissance. Pierre t'en parle très bien dans plusieurs contenus, comme quoi effectivement les outils comportementaux vraiment prennent l'ascendant sur les pilules magiques. Pourquoi? Parce qu'une simple pilule, malheureusement, n'induit pas une modification de la plasticité cérébrale, encore une fois. Parce qu'on consomme, on n'est pas acteur dans le processus. Tu en parles très bien par rapport à ChatGPT également. On reçoit l'information. On ne prend pas le temps de l'intégrer, de la rechercher. On ne prend pas le chemin qui mène à l'information. On prend un raccourci qui mène à l'information. Et comme tu le dis très bien également souvent, Pierre, la nature ne prend pas de raccourci. Il faut arpenter le chemin. Donc prendre une pilule, certes, ça a un bénéfice à l'instant T, mais à l'instant T plus 1, le bénéfice sera supprimé. Littéralement. Ouais. Pareil, tellement de choses que vous soulevez là, c'est évidemment c'est passionnant. Le chemin il se fait en cheminant, c'est ça le truc, c'est qu'on s'est rendu compte dans la nature, par les systèmes autopoïétiques entre autres, vous irez voir si ça vous intéresse, tous les travaux de Maturana et de Varela en biologie et en biochimie, ils se sont rendus compte en fait que l'évolution des sens, notamment la vision, l'audition, etc. chez les animaux, se faisait non pas dans une forme de relation duel avec l'environnement, c'est-à-dire il y a le sujet, il y a l'environnement, comme on le voit souvent, mais vraiment de manière intriquée. Et que l'environnement, par exemple la fleur qui va arborer des couleurs et certains types de pollen pour que l'abeille la voie, et l'abeille qui va faire évoluer son système visuel pour voir la fleur, on peut se dire « Ah, mais qui est de l'œuf ou de la poule est arrivé en première ?» Non, c'est qu'il y a une co-détermination, une co-évolution, et que nous-mêmes, nous construisons par la plasticité neuronale, mais on pourrait parler c'est la même plasticité que tu retrouves au niveau du système osseux, au niveau du système musculaire également, en arpentant le chemin. Et que tout processus, encore une fois, pilule magique, mais toute promesse en tout cas, qui vous donne la récompense sans l'effort, est contraire au vivant. C'est mortifère. Fuyez. C'est-à-dire, ça fait gagner du temps, encore une fois, cette expression, ça fait gagner du temps, ça vous fait surtout perdre la vie. Et ça crée après des comportements aberrants où on a cette truc que je peux pas voir en peinture je regarde des vidéos YouTube en x2 ou en x1,5 où j'écoute les mémos vocaux de mes amis en plus. Moi je reçois un mémo vocal de mon ami Jérémy et je me dis je vois écrit 5 minutes, mais je vais me manger 5 minutes de Jérémy, mais quel bonheur. Je vais pas l'écouter en x2, quelle est cette histoire? Alors, qui nous écoute en x2? Voilà, c'est ça. Déjà que je parle vite, ben alors là, vous devez en prendre plein les oreilles. Et vous avez sans doute rien retenu des perles de sagesse que Cédric vous a données, par exemple. Non, alors non, je suis pas d'accord avec toi, Pierre, parce que moi, apparemment, j'ai un débit particulièrement lent. Et donc voilà, si vous m'écoutez alors x2, non, mais x1,3, franchement... Trop gentil. Trop gentil. Non, mais voilà, c'était... on s'est rendu compte, donc, pour retomber sur les pieds, que la perception, en fait, c'était quelque chose d'actif. Quand on pense à l'audition, on se dit que c'est uniquement passif, ou le fait de voir, que je sois assis là, ou bien que je me déplace dans mon environnement, c'est la même chose. C'est-à-dire, voilà, je reçois juste la lumière sur mes globes oculaires. Eh ben non. Si je suis pas actif, si j'ai pas une action incarnée, comme on dit en sciences cognitives, ma structure interne va pas s'adapter. Elle a besoin de voir l'environnement bouger, et à une certaine vitesse. Et c'est pour ça que quand on prend l'avion, on est déboussolé, parce qu'on n'a pas vu le paysage passer. Même le train, c'est bizarre. Le train, le paysage qui file comme ça, c'est à l'échelle de l'humanité, ça fait très peu de temps qu'on connaît cette vitesse-là.
Normalement, nous, on marche au pas de l'humain, voire du cheval, et encore, quoi. Donc, je rejoins sur tout ce que vous avez dit sur évidemment le fait de se challenger chaque jour. On a dit, c'est important que les erreurs comptent. C'est important qu'il y ait des erreurs et qu'elles comptent. C'est-à-dire, ok, je subis les conséquences, je dois réparer mon erreur, etc. Mais commencer la journée par une petite victoire, c'est, comme tu l'as très bien dit, t'as utilisé Cédric, une expression que j'adore, ça colore la journée. C'est-à-dire, ça donne une teinte pour toute la journée. Une teinte de victoire, d'un truc joyeux. Aujourd'hui, je me suis surpris, j'ai fait un truc challengeant. Et ça, mine de rien, que ce soit Simon Sinek, que ce soit Ryan Holiday, que ce soit Sam Harris, Tim Ferriss, tout le monde dans le monde de l'entreprise, surtout anglo-saxon, parle de cette importance de la volatilité, de sortir de sa zone de confort, etc., etc. Donc, je vous rejoins totalement. Et merci Pierre, c'était Ryan Holiday, c'était pas Sam Harris. Sam Harris, j'ai écouté un truc récemment sur l'intelligence artificielle, donc c'était Ryan Holiday, effectivement. En fait, il y a un autre truc, moi je me dis, est-ce que quand t'arrives au bout de ta vie, t'as envie de te retourner sur ton existence et te dire « Oh putain, j'ai eu la vie la plus confortable que je peux mourir. » Ou est-ce que t'as envie de te dire « Ouais, j'ai eu plein d'expériences, je me suis planté, j'ai réussi, j'ai fait tout ça sans faire trop de mal à mon environnement ou aux gens autour de moi. » Tu vois, vraiment, c'est ça qui met en perspective le truc. Trouve la bonne pilule pour, je sais pas quoi, vieillir à l'envers, je sais pas quoi. Même de la transmission par rapport à ses enfants et petits-enfants. Entre j'ai vécu des choses, j'ai eu des échecs, j'en ai tiré des leçons. C'est beau aussi. En philosophie, de vie. Est-ce que tu veux une vie romanesque ou une vie... tu vois, quand on parle du concept du bonheur, le bonheur, c'est pas forcément que tout se passe bien. Et d'ailleurs, est-ce que vraiment c'est ce qu'on veut ? Est-ce qu'on veut pas plutôt être heureux ou joyeux, ce qui est un petit peu différent, c'est-à-dire effectivement avoir des moments, avoir de la variation dans sa vie, quoi. Avoir des moments où c'est dur, mais on sait pourquoi. S'il y a un sens derrière, moi je trouve que par moment être malheureux, parce qu'il y a un sens, je trouve que c'est mieux que d'être heureux, mais sans savoir pourquoi. Juste parce qu'il y a une pilule qui t'a rendu heureux, tu vois. C'est un peu... Le terme d'épanouissement, je trouve, est très juste par rapport à bonheur, joie, etc. On sait très bien, c'est des émotions qui sont fugaces, qui vont passer, ça s'éternise jamais. Mais par contre, tu peux vivre une vie épanouie en ayant vécu justement ces montagnes russes de moments très durs. On sait très bien, plus que les moments durs de la vie arrivent, le fait de perdre un proche, le fait de... Voilà, on sait que ça va arriver. Donc il faut essayer justement de porter un regard clair sur les événements de la vie qui sont très souvent durs, mais sur le fait que cette dureté... elle aussi, elle est passagère et éphémère, et que derrière ça, il va y avoir un moment très joyeux sans doute. Et elle sert à quelque chose. Voilà, exactement. Elle nous apprend, elle est pleine de leçons. Alors c'est très dur, évidemment, dans les moments très durs, de trouver la sagesse de se dire bon, j'ai sans doute des leçons à tirer de ce moment pénible dans ma vie, mais c'est vrai. Mais comment on en tire des leçons ? C'est une vraie question, parce que beaucoup de personnes traversent des instants compliqués, des moments difficiles, mais n'en tirent aucune leçon. Ils sont passifs par rapport à ça. Ils ne sont pas actifs, on va dire. Moi, j'avais une question, mais en fait, c'est pour rebondir par rapport à ta question. Est-ce que vous écrivez tous les jours ce qui s'est passé dans votre journée ? Oui. Moi, tu vois, l'histoire de dire je démarre par un challenge et je finis par raconter ma journée, pour moi, voilà, je suis comme tout le monde, j'ai traversé des trucs compliqués, injustes, sur lesquels je pouvais rien. Et le fait de pouvoir rien que les écrire et les remettre dans mon histoire, je trouve que c'est quelque chose... Enfin, moi, ça m'a beaucoup aidé. Alors, tout le monde, peut-être, n'est pas à l'aise avec l'écriture, et tu peux le faire en audio, tu peux le faire... Quand même, l'écriture, ça te permet de regarder ce que tu as écrit, quand même. Je trouve que c'est pas mal. Je sais pas si vous le faites, vous. Je le fais depuis plus de 3 ans tous les jours, sans faute. Et je sais que Pierre privilégie le papier à l'informatique. De mon côté, c'est plus l'informatique, parce qu'il y a une notion aussi juste de récupérer pour revenir en arrière. Et surtout, j'ai plus de facilité le soir, vu que je suis davantage du matin, à écrire sur informatique où je suis plus rapide, entre guillemets, quand je dis plus rapide, plus à l'aise, on va dire, Pierre, j'en étais sûr. Je rigole. En fait, je peux davantage effectivement dire que l'effort
est moins important, du coup la friction est moins importante. C'est Bien plus ça. sûr. Donc c'est pour ça effectivement que j'aime cette notion d'écrit. Pendant très longtemps également, je notais tous mes entraînements physiques. J'avais un petit carnet, etc. J'en ai des dizaines. Et c'est important pour moi. Et même, effectivement, c'est important pour se méta-analyser, comme l'a dit Cédric, mais aussi pour voir le chemin parcouru. Parce qu'on est très mauvais pour se rendre compte tout simplement de l'évolution qu'on a eue. Et quand on retombe sur une note qu'on a prise il y a 3 ans en arrière, j'ai fait X de chiffre d'affaires, j'ai passé telle barre, etc., on se dit ah ouais, j'étais content à l'époque, maintenant je fais 3 fois plus. Juste, est-ce que je me rends compte que. Ou sinon je suis encore pareil. Ouais, ou quand à mon âge, faire ah putain, quand même, au coucher, je passais. Aujourd'hui, je crois que je reste sous la barre, quoi. C'est pas. Ça peut être un moment de fierté. Ouais, j'étais balèze à l'époque. Ouais, Voilà, ça rassure. voilà. Dire. Bon, c'est normal, c'est normal. Mais c'est vrai que Non, c'est alors, important cette méta-analyse-là. Bien sûr, Juste bien sûr. alors, pensées. justement, tu dis pour le relire. Moi aussi, bizarrement, j'ai besoin d'écrire comme ça. Enfin, en tout cas, ça m'apporte beaucoup. Et jusqu'à récemment, en fait, je relis. Je me disais, mais c'est bizarre, j'ai besoin d'écrire. Pourtant, je relis jamais, en fait. Et récemment, j'ai fait une expérience. J'ai utilisé ChatGPT, ou plutôt, j'ai utilisé. Alors, je sais pas si c'est sûrement GPT qui est derrière. Dans Notion, tu peux demander à l'intelligence tu peux demander des questions à l'intelligence. Et donc, je lui ai dit, tu sais, moi, je journaliste, donc j'ai 6 mois, par période de 6 mois. Mais en général, je relisais vaguement, etc. Mais en fait, moi, je préfère... En fait, je réécris parce que écrire, c'est vivre 2 fois. Je crois que c'est la femme de Jean-Louis Servan-Schreiber, je sais plus son prénom, qui avait écrit ça, et je trouve que c'est absolument vrai. C'est que le fait de réécrire ta journée, tu la revis, ce qui est pas mal. Hein, on parlait de temps. Déjà, tu te fais tu multiplies ton temps de vie On est en par train 2. de perdre Cédric. Ah oui. Comment ? Cédric est bloqué. Ouais. Je suis bloqué ? Ah, c'est bon, tu es revenu. Revenu. Du moins, Ouf, la voix est revenue ouais. à mon niveau. Et c'est bon, l'image également. Ouais. Bon, j'espère que peut-être qu'il y a une censure sur Riverside. Donc, ouais, je disais, en fait, ça te permet de vivre 2 fois, et je trouve que c'est assez vrai. Et donc, j'ai fait l'expérience. Je me suis dit, tiens, j'ai demandé à l'intelligence artificielle de dire, relis ce que j'ai écrit depuis 6 mois, tous les jours, donc ça fait quand même un volume, et fais-moi une espèce de... Tire-moi des leçons de ce qui est écrit là, et fais-moi des bullet points avec ça. Et je l'ai fait après l'avoir fait moi-même, en y passant du temps. Et je me disais, c'est mieux d'y passer du temps, c'est mieux de le faire soi-même. J'avoue que j'ai été un peu ébranlé dans mes convictions quand j'ai vu le rendu. Je me suis dit, putain, c'est presque ce que j'ai écrit quand même. Et là, je me suis dit, ouais, quand même. Alors après, je sais pas si vous avez un avis par rapport à ça. Moi, c'est une expérience que j'ai faite, mais tout en me disant, mais voilà, l'intelligence artificielle, est-ce que c'est vraiment ça qu'on veut lui faire faire ? Moi, j'ai plutôt une notion de dire, c'est pas l'intelligence artificielle qui va décider de là où je veux aller, j'espère, jamais. Par contre, j'utilise un GPS pour y aller. C'est pas l'intelligence artificielle qui va me servir à... J'ai pas envie que ce soit l'intelligence artificielle qui me fasse mes repas, même s'ils seront sûrement beaucoup plus optimisés que les repas que je prends au resto avec des copains, parce que voilà, mon expérience sera 1000 fois plus riche. Mais je sais pas, par rapport à l'expérience que j'ai faite, ça m'intéresse de savoir ce que vous en pensez. Est-ce qu'il y a... Ça vous choque ? Est-ce que ça... Pour commencer, j'ai vu passer récemment une application de journaling justement en ligne qui est directement créée avec l'IA. Donc, si tu veux, je te l'enverrai, Cédric, si jamais t'es intéressé. Moi, à mon niveau, je travaille avec une application qui s'appelle Day One et qui a, on va dire, l'avantage d'avoir tous les ans, en fait, comme Facebook, tout simplement la partie souvenirs. Donc, on est par exemple le X septembre. J'ai toutes les entrées du X septembre de N-1, N-2, N-3. Donc, tous les jours, je relis tout simplement ce que j'ai écrit il y a 1 an, 2 ans, 3 ans en arrière. Donc, juste ça, en fait, je viens piocher l'information de façon presque automatique au quotidien. Et ensuite, pendant très longtemps, je n'avais aucune structure dans mon journal. Vraiment, c'était vraiment à la volée. Je notais les pensées qui me passaient par l'esprit, mon ressenti, état émotionnel, réussite, échec, pensée, et j'en passe. Et depuis peu, j'ai implémenté une structure complète avec vraiment des topics à compléter et à la fin, bien sûr, un champ réflexion libre. Et à la fin de chaque semaine, les dimanches, j'ai vraiment cette notion de nouvelle page qui est une page juste analyse des X derniers jours.
Donc l'analyse dont tu parles, personnellement, maintenant, je la fais de façon hebdomadaire. Ok. Donc, quelle était mon humeur générale en 3 mots sur la semaine? Quels ont été mes problèmes? Mon rapport au temps? Est-ce que j'ai pris le temps de prendre soin de moi? Est-ce que j'avance par rapport à mes objectifs, etc. Donc, j'essaie maintenant de me méta-analyser régulièrement par rapport à mes entrées précédentes. Voilà ma réponse en quelque sorte. Et par rapport à l'IA, je comprends le bénéfice, je vois l'intérêt, mais j'aime beaucoup ta démarche vraiment, on va dire, bon sceptique de je le fais avant. Ouais. Et après, je vois ce que me propose l'IA. Parce que là, vraiment, c'est toi qui donne qui donne le ton par rapport à ça. Tu n'es pas influencé, tu n'as pas, on va dire, d'ancrage qui est mis en place. C'est pas l'IA qui te guide et toi, en fonction de en fonction de ce qu'a dit l'IA, je vais y arriver, j'adapte mes propos. Voilà comment je le perçois à ma place, à mon niveau. En fait, ouais, puis je l'ai testé parce que c'est sur une grosse quantité de données et que je sais que l'IA là-dessus, elle est. Maintenant, qu'est-ce que ça m'a vraiment apporté que je ne savais pas? C'est qu'il y a une notion de prise de conscience aussi, parce que faire le travail de rechercher les informations, de les trouver, de voir ce qui va pas, etc., déjà, t'es dans le chemin. Ouais. Tu prends conscience du problème. Quand on te donne Ouais, le c'est problème, clé en main devant toi avec la solution, Alléluia. oui, voilà. Alléluia. Du coup, tu n'as pas effectivement cette notion de je prends conscience, donc je sacralise, donc je veux changer. Et on te donne, en fait, ça nous vaut la pilule magique. Tiens, voilà. Ouais, c'est Et ça. en plus, tu as un biais, je termine avec ça, qui est Action Illusion. C'est Dali qui en parle dans un podcast qu'on a fait précédemment ensemble, où le fait d'avoir directement un discours motivationnel, une phrase qui t'inspire, etc., te donne l'impression d'être dans l'action. D'avoir déjà, du coup, accompli ce que tu veux faire. Donc forcément, en ayant cette impression-là, tu ne passes pas réellement à l'action. Là où quand tu vas vraiment faire déjà la démarche proactive de chercher les éléments, tu as déjà un pas sur le chemin. Donc tu vas finir ce pas-là pour arriver au bout du chemin. Oui, t'es Selon moi. acteur. T'es acteur. Alors après, je suis carrément d'accord avec toi sur cette histoire de parce que tu as une injonction dans tel domaine, en fait, tu n'agis pas. Ça, je trouve, c'est s'il y a un truc sur Internet, moi, sur notre monde actuel qui me choque, c'est ça. Tous ces gens qui ont plein de phrases, faut faire comme ça, ou etc., et qui se nourrissent de ça tout en réalité en ne passant pas à l'action. Moi, je dis souvent, tu sais, dans une entreprise, c'est un monde pragmatique, l'entreprise. Tout le monde se fout de ce que tu penses. Par contre, les gens regardent ce que tu fais. Et aujourd'hui, on est dans le monde où on est dans un monde quand même où on oublie beaucoup de faire. On est dans l'opinion, dans la critique, dans le questionnement. Ouais, mais on fait quoi quand? Ce passage à l'action, il est ultra important. Parce que c'est là, justement, où tu prends des risques, c'est là où tu te confrontes avec la réalité. Moi, avoir des opinions, juste pour avoir des opinions, ça m'intéresse pas, quoi. Puis il y a plein de sujets, j'ai pas envie de donner mon opinion, parce que j'en sais rien, je n'ai pas expérimenté la chose, tu vois. Alors, j'ai l'impression qu'on a perdu Pierre. Non. Pierre est en train d'écouter et prendre des notes. Je vois vos paroles. Parce que pour moi, il est fixe sur mon... Ah ok, moi je suis en mouvement, moi c'est bon. Je bouge. Je suis vivant. Beaucoup de choses à dire, évidemment. ChatGPT et cette intelligence artificielle, c'est devenu problématique même depuis Google, en fait. Encore une fois, quand on promet la récompense sans l'effort, fuyez. Le résultat n'est pas la récompense. Le résultat, c'est pas la récompense. Le changement, il advient en cheminant. Encore une fois, je me répète, j'insiste, mais le changement, il advient qu'en cheminant. C'est-à-dire qu'on ne peut pas comparer les résultats entre eux. C'est-à-dire le résultat que j'obtiens en faisant moi-même le boulot de relire tout ce que j'ai écrit depuis 6 mois, et j'en tire des conclusions et des bullet points, versus le résultat de ChatGPT. C'est pas ça qui est important. C'est tout ce que vous avez fait en relisant, tout ce que vous avez mis en branle comme aptitude humaine, c'est-à-dire la capacité de l'abstraction pas du tout. par le cerveau, le fait d'écrire, la motricité, tout ça. Tout ça, en fait, ça crée de nouvelles adaptations en nous. Et ça augmente qui nous sommes, c'est-à-dire notre capacité de réfléchir, de cognition, de synthèse, notre mémorisation aussi, le fait de se souvenir de certaines choses, de connecter des points, d'avoir des moments eureka. On s'en fout, en fait, du bullet point à la fin, en fait. C'est pas ça qui est important. C'est, encore une fois, je répète, le résultat, c'est pas la récompense. Donc, voilà, c'est important de se le rappeler, parce que sinon, évidemment, la machine me donne un résultat plus immédiat et plus rapide. Tu m'entends là? On t'entend, Cédric, oui, on t'entend. Toi, tu nous entends plus? Je crois que Cédric a un petit problème. Ah oui. Allô? Non? On a perdu Cédric.
L'IA a eu raison de lui. C'est clair. Ah, c'est bon, il sourit, il est là. Moi, je t'entends, mais Pierre, c'est fini là. J'ai Ah plus de bon son. J'ai l'image fixe, figée, mais j'ai plus de son. Mince. Et que Jérém. Bon, Bah, justement, pour reboucler par rapport à ce que tu dis, Pierre, comme ça, je vais permettre à ouais. Cédric de rejoindre un peu les différents éléments de la conversation. Ce que tu dis par rapport à cette notion de la récompense n'est pas dans le résultat. Je crois que tu as dit ça, Pierre. C'est bien ça. Ça rejoint, Oui, c'est ça. ça rejoint parfaitement le processus de production de la dopamine. Simplement, c'est sur le chemin, c'est l'anticipation d'une récompense qui est source vraiment de dopamine, de production de dopamine, ce qui nous met en mouvement pour atteindre l'objectif. Mais c'est immédiatement l'objectif, le résultat, le cadeau, le but final est donné. Où est le plaisir dedans? Nulle part. Hmm. On a un petit shoot, certes parce qu'on découvre, mais automatiquement ce shoot redescend. Pardon. Il y a moi cette notion de ressentir le progrès, d'avancer. Et l'autre élément si important selon moi par rapport au travail de faire la recherche par soi-même, c'est on se replonge dans ses émotions aussi. C'est super intéressant. L'IA, elle est froide. Il n'y a pas d'émotion derrière. Tu peux lui dire, certes, qu'est-ce que j'ai ressenti comme émotion sur les 6 derniers mois? Ok, c'est pas intéressant. En te relisant, tu te replonges dedans. Tu ressens les choses, tu ancres des souvenirs, comme Pierre l'a dit. Et du coup, également, tu ressens potentiellement davantage la peur, la douleur de reproduire une situation que tu veux malheureusement arrêter, et le plaisir potentiellement d'avoir avancé sur un chemin. Bien sûr. Voilà, je rejoins tout ce que tu as dit, hein, c'est exactement ça. C'est comme voir la fin du film versus voir le film entièrement. C'est-à-dire, si la fin du film c'était uniquement ce qui comptait, c'est-à-dire savoir qui c'est l'assassin dans un film dans un thriller, bon bah ok, je vais à la fin du film et je sais qui c'est. Et je vous dis ça à dessein, c'est que je sais très bien qu'il y a certaines personnes dans les nouvelles générations qui regardent les films en x2, qui veulent aller tout de suite à la fin, comme si c'était la fin, la récompense, le résultat de l'histoire qui était la récompense. Vous vous rendez compte? Donc voilà, si on file, en fait, c'est comme si on filait une métaphore, mais que si on va jusqu'au bout du raisonnement, ça crée des comportements comme ça. Et ça, c'est terrible. Voilà, encore une fois, on court-circuite le vivant et on enlève toute la magie, tout le mystère. Hein, on a besoin du mystère, on a besoin des zones d'ombre. C'est ça qui nous attire, c'est ça qui nous donne la pulsion. Et je vais conclure sur l'écriture. Essaye d'écrire au stylo. Reprends ça. Parce que, quelle est la différence entre le fait d'appuyer sur la touche B et la touche D de mon truc? Regarde mon doigt. Mais bien sûr. C'est la même chose. C'est la même chose. Motricité, c'est la même chose. Quand je fais une boucle, ou quand je fais un V, ou quand je fais un point, la motricité est totalement différente. Donc ça, c'est le premier point. Donc ton cerveau, déjà, au niveau de ce qu'il faut mettre en branle, c'est pas du tout la même chose. Et après, c'est la vitesse. La vitesse d'écriture. Quand tu écris à la main, ce qui se passe, c'est que tu nourris une pensée abstraite. Pourquoi? Parce que tu dois avoir une pensée suivie. Tu dois penser à « Ok, j'arrive au bout de la ligne. Voilà l'espace que va prendre mon mot. » Ça, tu le fais évidemment inconsciemment, mais dans ta tête, ça se passe. Tu dois voir légèrement à l'avance, comme un Jedi. Tu dois voir la force, tu dois voir légèrement dans le futur. Et ça, c'est vachement important, ce que tu n'as pas quand tu pianotes. Tu dois, et encore plus, je vais te dire, essaye de faire une écriture, je crois qu'on dit c'est un cursive, quand tu lèves pas le stylo. Ah, d'accord. Quand tu lèves pas le stylo, je sais plus. C'est cursive. Cursive. Et je suis d'accord, en plus, quand tu écris, tu mets des mots plus grands que d'autres, tu peux dessiner. Moi, j'ai fait l'expérience. Alors, je sais pas ce que tu en penses, Pierre. Moi, quand j'écris à la main, j'écris sur ce truc-là, en fait. Ah oui. Et parce que voilà, c'est plus compact, etc. Et j'ai fait cette expérience d'écrire. Alors, j'ai mélangé des trucs, j'aurais peut-être pas dû, mais dès que je me réveille le matin, je prends mon truc et j'écris. Et tout ce qui me passe par la tête. Et la différence avec ce que j'écris le soir est sur ordinateur. Faudrait que j'essaye de juste varier. Et ben en fait, ma conclusion, c'est que finalement, je suis beaucoup plus créatif quand j'écris à la main, que je vais plus profond, je vais plus loin, je m'autorise plus de trucs. Bon, et c'est très juste, hein. Et j'ai cette sensation aussi, moi, quand j'écris, voilà, je fais des cours pour le centre de formation, j'ai besoin d'écrire au clavier, je sens que ça sort pas pareil. La teinture, tu vois, de mon expression, de mon français ne sort pas pareil. Et quand j'écris, vraiment, j'encourage à écrire à la main et avec cette écriture cursive-là, pour justement qu'on fasse un ping-pong. T'as parlé de la dopamine tout à l'heure, les boîtes dopaminergiques, c'est
quand vous allez lever le stylo de la feuille, ou bien parfois quand on est dans un espèce de flow, on voit bien que notre pensée, elle est là-bas. Elle est pas sur la feuille, elle est là-bas, elle est dans un souvenir, elle est dans une pensée lointaine, etc. Donc là, c'est purement dopaminergique, c'est quelque chose, un espace-temps qui n'est pas ici et maintenant. Et puis tout d'un coup, tu reviens sur la feuille et tu te dis, là, je vais faire une belle lettre, je vais faire un joli mot. Tu vois, tu te mets dans l'instant présent, tu te rends compte que tu as ton café à côté de toi, etc. Et tu reviens. Et en fait, ça te permet de faire ce ping-pong-là. Ouais. Boum, 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 boum. Que tu as difficilement avec un clavier. Difficilement, le clavier, tu prends conscience, et même maintenant, de nos jours, on pianote sans regarder le clavier. Et là, c'est encore pire. C'est-à-dire que tu es dans la projection dans l'écran, qui est un infini, en fait. Donc, ton cerveau, il part au-delà de ici et maintenant. Et très difficilement, tu reboucles avec l'instant présent. Le cahier et gratter du papier, ça permet ça. Donc voilà, je pense que j'ai mis assez d'arguments. Et l'autre bénéfice que je vois du coup par rapport au papier, c'est le côté sacralisation de la tâche. On prend son temps, on installe le cadre. C'est comme pour le café, soit on le prend à la machine à café, etc. Soit on prend le temps de moudre son café, de le faire avec de l'eau de bonne qualité, avec une belle tasse. Je vois le bénéfice. Est-ce que je vais switcher maintenant? Je ne sais pas. Mais je vois le bénéfice. T'as dit un mot qui est flow. Et ça, c'est clair. C'est que je trouve que c'est beaucoup plus facile de partir dans l'état de flow, c'est-à-dire tu sais plus quelle heure il est, etc. quand tu es en écriture cursive comme ça, que quand tu es avec une machine, ou plutôt ouais, c'est ce que tu dis, c'est en fait tu as une machine, tu as un clavier, ça te renvoie une image, c'est beaucoup plus compliqué que toi avec ton crayon et ton papier. Alors après, moi c'est pas vraiment un crayon et un papier. Je sais pas si c'est l'entre-deux, Cédric. Ah bah, franchement, cette marque-là, hein, c'est tellement proche du papier et du crayon, parce que t'as le bruit, t'as l'instantanéité. Tu vois, si tu fais ça sur une tablette de marque courante, t'as un tout petit décalage Et ça entre... Et du coup, ça, là c'est tellement rapide que tu le sens pas. C'est en noir et blanc. Bon, moi j'aime bien les big 4 couleurs, donc là je peux pas. Mais tu peux faire un dessin. Bah ouais, ça c'est l'arme ultime. Ouais. Bravo. Alléluia. En plus, j'ai bossé pour eux au début de ma C'est carrière. vrai. Mais tu sais, moi, c'est ma religion, ça. Moi, j'en ai. Jérémy, il le sait, c'est pour ça qu'il rigole. Il y en a partout à la maison, mais j'en ai 25. Moi, c'est ma compagne qui est comme ça. Valérie, elle a des big 4 couleurs partout dans partout. Malheureusement, la remarquable, elle n'est pas 4 couleurs. Pas encore. Mais c'est super, hein, même pour tu fais des dessins. Enfin, voilà. Ouais, moi, et c'est d'autant plus simple pour moi d'éventuellement passer sur ce format que, en fait, je me rends compte que je relis pas et que c'est pas de relire qui est important. C'est de marquer et de revivre. C'est pas la même chose. Ton cerveau, de toute façon, il te relie. Enfin, Non, d'accord. Dernière chose, un terme qui a été vraiment évoqué à plusieurs reprises et vraiment qui est central selon moi, c'est le terme de contrainte. Je parle de la contrainte par rapport au papier, par exemple, le fait que tu arrives à la marge du papier, il faut sauter à la ligne, du coup réfléchir à la taille du mot. On parle de contrainte en entreprise et j'ai vu récemment une super méta-analyse faite sur 142 études, je crois, justement sur le bénéfice de la contrainte, notamment en entreprise, où on pense très souvent que les contraintes en termes de temps, de logistique ou autres sont un problème, alors qu'elles forcent la créativité, dans une certaine mesure, encore une fois, comme l'antifragilité, évidemment. Et parce que sinon, sans contrainte, en fait, le cerveau humain emprunte ce qu'on appelle le chemin de moindre résistance. Il va vers la solution qui est la plus simple et du coup qui n'est pas innovante. Donc, dans quelle mesure est-ce que Pierre et Cédric, vous mettez en place des contraintes dans votre quotidien? Comment le faites-vous? Le faites-vous régulièrement? Le faites-vous consciemment également? Et quelle place ça occupe dans votre quotidien en quelque sorte? J'espère que ma question a été claire. Ouais, après 1h30 d'échange. En En position assise. On va aller très vite. Pour moi, la contrainte, encore une fois, il faut faire un travail de sémantique et redéfinir les termes. Dans la tête des gens, ça veut dire ce qui empêche. Et en fait, la contrainte, c'est ce qui permet. Oui. Point barre. Sans contrainte, encore une fois, sans cadre, l'artiste peintre, il fait rien. Sans pinceau, si on lui dit pas, tu dois tirer telle couleur, et tu vas faire un format A4, etc., il se passe rien. À partir du moment où vous mettez de la contrainte, le cerveau visualise la tâche à accomplir, et il s'exprime dans un infini, c'est-à-dire la contrainte, elle pose le cadre, mais après, il y a de la profondeur, et la profondeur, c'est infini. Ça donne la liberté, en fait, la contrainte. Alors que, quand je dis ce mot-là, contrainte, je suis sûr que la plupart des gens disent le truc qui m'enferme, le truc qui m'empêche, le boulet au pied, quoi. Ben non.
tout au contraire, tout au contraire. Mais encore faut-il qu'on puisse avoir une pratique délibérée, c'est dont tu parlais tout à l'heure, Cédric, c'est-à-dire c'est moi qui m'impose, je comprends bien l'intérêt d'avoir cette contrainte-là, et je le mets en place parce que, je vais prendre encore une fois le domaine sportif, mais je sais très bien qu'il faut que je fasse tel entraînement pour gagner en masse musculaire, ou tel entraînement pour gagner en force, etc., ou en endurance. Je me place ma contrainte, et ce sera demain à 8h, etc. Et si je ne place pas la contrainte, rien n'adviendra. Donc voilà. Mhm. Oui, bah, Et toi, au écoute, niveau des équipes, Cédric, comment tu fais pour imposer une contrainte potentiellement à tes équipes pour stimuler la créativité? Si jamais tu le fais, bien évidemment. moi, je pense qu'il n'y a pas de meilleure contrainte qu'une contrainte qu'on s'impose à soi-même. Mhm. Parce que j'essaie de m'appliquer dans ma vie personnelle. Et puis après, je suis réaliste. Et oui, t'arrives plein de trucs sur la gueule que t'avais pas prévus. Et si tu les considères comme des éléments que négatifs, ou plutôt si tu n'en fais rien, alors ils n'ont servi à rien. Et la Mhm. question, c'est justement comment j'en fais une contrainte qui va me permettre de m'améliorer, de m'épanouir, d'être plus créatif. Donc je suis vraiment, vraiment dans le même, dans ce que vient de dire Pierre. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Allez, je vais prendre un exemple justement papier-crayon par rapport à informatique, les listes de tâches. Tu dois noter tes tâches sur un Bristol. Et ben voilà, tu as une contrainte. Oui. Tu peux pas en mettre plus de 5. Ou en écrivant tout petit, peut-être 6. Tu es sur un ordinateur, tu peux en mettre 150. Et tu te feras rattraper, parce que tu as une contrainte qui est absolue. C'est le temps que tu as, ou l'énergie que tu as. Enfin, après, on vit dans un monde de contraintes. Donc voilà. Alors après, comment je retranscris ça aux équipes? Là, c'est plus complexe. Ce que j'essaye de faire, c'est que le cadre soit suffisamment large pour que les personnes puissent travailler. Alors, je choisis mes termes parce que je veux pas dire de bêtises, mais pour que les gens puissent être dans une quasi-autodiscipline à l'intérieur du cadre que j'ai mis. Mais c'est la vie, ça. Hein. La vie, elle te met un cadre. Je veux dire, nous, on a tous un bol incroyable, c'est qu'on est né peut-être tous en France, en tout cas dans un pays, etc. Il y a des gens qui naissent dans des circonstances qui font que le champ des possibles est réduit. Et donc en entreprise, tu vois, c'est de dire, le cadre, c'est ça. Tu vois, je vais prendre un exemple, un commercial. Ce que j'essaye de faire dans mes boîtes et qui est pas forcément évident pour d'autres chefs d'entreprise, je veux qu'il soit comme un petit chef d'entreprise sur son secteur. C'est ce que je dis tout le temps. Après, c'est pas vraiment un chef d'entreprise, mais je leur dis pas, faut que tu fasses 15 visites par semaine. Je leur fais faire des rapports, mais parce que le rapport, il permet de capitaliser la connaissance dans l'entreprise, donc ça, c'est un incontournable, on est obligé de le faire, etc. Mais ce que j'essaye de faire, effectivement, c'est que je détermine les règles du jeu, les limites, les contraintes, donc. Je détermine les instruments de mesure, c'est-à-dire comment on va mesurer la performance du secteur, mais surtout pour renseigner le collaborateur sur ce qu'il a fait, plutôt que pour le fliquer, c'est-à-dire en termes de résultats. Et à l'intérieur de ça, j'essaye de lui en mettre le moins possible, en me disant, il y a des contraintes que moi je serais capable de supporter, que lui n'est pas capable de supporter. Par exemple, et ce que j'essaye de faire, quand je me rends compte qu'il est capable de... J'essaye de le mettre en binôme avec une autre personne qui peut lui donner de la liberté par rapport à sa programmation de visite, etc., etc. Je ne sais pas si je suis clair au bout d'une heure et demie, mais le principe, c'est de dire ça. C'est-à-dire que oui, la contrainte, c'est quelque chose qui permet de se construire et de se construire de manière créative. Donc, il faut faire attention que chaque personne dans l'entreprise, elle ait son espace de contraintes libres, enfin de manière de travailler. Mais après, on n'est pas dans le monde de Candy. Oui, il y a des limites. Et d'ailleurs, une des limites, ça peut être de dire dans ma boîte, je veux voir plus personne. Je connaissais un chef d'entreprise qui faisait ça et je trouve ça très sain. À 19h, plus personne dans les bureaux. Tu vois, ça peut être des contraintes quelque part qui préservent l'individu contre ses propres excès. Mais voilà. Il y a deux choses sur lesquelles j'aimerais rebondir. Déjà, par rapport à cette notion de contrainte temporaire, ça fait quoi à ce que fait Julien Gognat du site Organisology, un bon ami à moi, qui a un plugin sur son ordinateur via Call Turkey, une application qui coupe l'ordinateur à 18h le soir. Il devient inutilisable. Littéralement, il devient inutilisable. Et ça, c'est une belle contrainte. Parce que tu n'as pas le choix, en fait.
Il faut que ça rentre dans ce temps-là. Passer ce temps-là, tu ne peux plus rien faire. Et surtout, cette notion de contrainte, tu as dit une phrase très juste, je pense, Cédric, c'est une bonne contrainte, c'est une contrainte qu'on s'impose à soi-même. Et pour moi, il y a une notion qui est vraiment fondamentale par rapport à ça, c'est la dualité entre extrinsèque et intrinsèque. Oui. Parce que ça vient de toi. Et justement, en promouvant la culture d'entreprise, tu crées une notion justement de motivation intrinsèque par rapport à tes collaborateurs. L'entreprise fait sens. Ce n'est pas imposé, comme l'a dit Pierre, par un patron que parfois je n'aime pas. Mais on travaille tous ensemble sur le même bateau pour atteindre tel rivage. Donc forcément, vu que la contrainte émane du groupe et émane de l'intrinsèque et non pas de l'extrinsèque, elle sera davantage acceptée par rapport aux membres de tes équipes. Tout à fait d'accord avec ça. Pour moi, le manager de l'avenir, c'est le mec qui arrive à faire correspondre les motivations intrinsèques ce qu'il fait kiffer, quoi. Ouais, moi j'aime bien, je dis n'importe quoi, j'aime bien la mécanique auto, j'aime bien. Et ok, donc dans la mécanique auto, qu'est-ce qui te plaît? Ah bah de résoudre un problème. Ah putain, super. Donc ce mec-là, c'est quelqu'un qui aime bien résoudre un problème, ça arrange l'entreprise. Donc en fait, le manager de l'avenir, c'est celui qui fait matcher le kiff de son collaborateur, donc sa motivation intrinsèque, et l'intérêt de l'entreprise. Si tu arrives à matcher ça, là, tu as des collaborateurs déjà qui vont rester chez toi parce qu'ils vont s'éclater, parce que tu es pile dans ce qu'ils aiment faire, et puis qui vont être hyper créatifs, et à qui tu vas pouvoir lâcher la bride pour qu'ils soient, et on reboucle, qui rendent ton entreprise antifragile. C'est-à-dire qu'ils vont expérimenter des trucs que toi, tu vas pas penser à expérimenter, et tout d'un coup, le mec, il va venir en disant « j'ai essayé de faire ça avec tel client, il s'est passé ça, on peut le généraliser dans l'entreprise, etc. etc. » Et là, effectivement, tu vas réussir à travers ce trigger, ce truc de dire ça, là, c'est ton espace de liberté, tu vas réussir à enrichir ton entreprise. Et ça C'est fait très écho stoïque, d'ailleurs, comme approche. à une méthode d'apprentissage qui est géniale, je trouve, mais qui n'est pas démocratisée, la méthode Freinet, je ne sais pas si ça vous parle. C'est une méthode qui veut que, simplement, au lieu d'imposer des domaines d'apprentissage aux élèves, la géographie, l'histoire, etc., de façon abstraite, on relie ces domaines-là à leur passion. Par exemple, apprendre la géographie par le cyclisme, l'histoire par le cyclisme. Personne n'aime le cyclisme, c'est terrible. Donc voilà, effectivement, c'est raccroché, juste, tu aimes ça, c'est ta motivation. Maintenant, on greffe les savoirs autour de ta motivation pour justement, te pousser vers le haut et t'intéresser à ça. C'est tellement évident que c'est incroyable qu'on soit obligé Bien sûr. de dire que c'est original. Non, mais c'est terrible, c'est terrible. Un ami, un très bon ami, Idriss, répète souvent, Idriss Aberkan, quelqu'un d'épanoui est forcément productif. Mais quelqu'un de productif est pas forcément épanoui. Donc, passer d'abord par l'épanouissement, et on retrouve ça, pour conclure, sur la préparation physique, c'est uniquement ça. C'est-à-dire, tu prends l'objectif de la personne, c'est perdre du poids, prendre du muscle, on s'en fout. Mais tu vas pas lui imposer de faire des pompes si elle supporte pas ça. C'est ça où est le mauvais coach, quoi. Le coach, il va dire, ok, tu vas me faire 5 séries de pompes, et la personne dit, non, mais moi, j'en ai en horreur, les pompes, quoi. Je suis traumatisé par les pompes. Non. Si elle aime faire du vélo, tu vas lui faire du vélo. Si elle aime faire du foot, elle aime jouer au foot ou à des sports co, elle va faire un sport co. Donc, voilà, c'est passer d'abord par la case épanouissement comme étant la première case du jeu de Monopoly. Et après, on voit le reste de la partie, quoi. Je vais te dire, si t'es chef d'entreprise ou manager et que tu comprends pas ça, ça va être compliqué. Oui. Aujourd'hui, le marché de l'emploi, tu vois, en management, moi, j'ai toujours les 2 R du management, c'est truc de base en management, c'est du résultat, de la rétention. Quand tu es chef d'entreprise, tu veux que tes collaborateurs contribuent par leurs résultats. Et rétention, c'est tu veux pas soit les cramer et puis qu'ils soient présents physiquement mais pas dans leur tête, ou soit carrément qu'ils quittent l'entreprise. Ouais. Aujourd'hui, les gens... Et avant, moi, je disais toujours R, grand R, c'est le résultat, et petit R, c'est rétention. C'est-à-dire, bon, faut obtenir le grand R sans trop abîmer le petit R. Tu vois, je disais, faut pas trop cramer les mecs, etc. Aujourd'hui, je dis non, c'est l'inverse, en fait. Il faut que tu mettes d'abord dans ton entreprise le critère. Est-ce que les mecs sont passionnés? Est-ce qu'ils vont rester dedans, etc. Et tu obtiendras le résultat. Ce sera peut-être pas exactement le résultat que tu voulais, mais puisque ta vision, c'est pas dans 3 ans, on sera machin bidule, puisque ta vision, c'est la survie de ton entreprise, ça change toutes les perspectives et ça t'ouvre le droit, tu peux te donner le droit de faire ça, de faire une boîte où on est content de travailler et finalement, les résultats suivront, quoi. C'est pas évident comme switch mental pour des vieux chefs d'entreprise ou des vieux managers, mais... Non, puis il y a un parallèle. Il n'y a pas d'autre voie. Aujourd'hui, le marché du travail, de toute façon, c'est plus trop toi qui décide en tant qu'employeur. Donc, Il y a un super parallèle à faire par rapport à une étude que tu cites très souvent, Pierre, celle menée par Robert Sapolsky.
avec les 2 rats. Ouais. Donc en fait, tout simplement, Cédric, je sais pas si tu la connais, l'étude en Non. question, tu as 2 rats dans 2 cages différentes avec 2 roues, tout simplement. Le premier rat court intentionnellement sur la roue quand il le souhaite. Et on force le deuxième rat lui à courir quand le premier rat court. Donc les deux font la même activité physique durant le même temps, la même durée. Et on a remarqué que le rat numéro 1, celui qui justement le fait volontairement, a une amélioration générale de ses marqueurs métaboliques. Donc il est en meilleure santé. Et le second rat, qui lui est forcé, c'est l'inverse. Tout se Génial. dégrade. Bah génial, pas pour le rat par contre. Bon. Mais ça montre bel et bien à nouveau cette notion de dualité entre l'extrinsèque et l'intrinsèque. Le fait qu'on veut faire les choses, quand c'est une motivation qui vient de nous, tout s'améliore, tout fait sens en fait. On revient avec Sébastien Boller. Mhm. Cette Mais tu- notion de sens, ça fait sens pour moi, c'est logique pour moi, du coup je veux le faire. Et ça ne met pas en contradiction par rapport à mes valeurs et à mes attentes. Ben, tu connais l'expérience de Pink sur, dans le bouquin, ce qui nous motive vraiment. Daniel Pink. Ouais, où Oui. le mec, en fait, c'est sur les incitations financières à la performance. Moi, c'est un truc dont je parle souvent. Je dis, bah, moi, j'ai essayé tout. J'ai essayé de donner des primes aux mecs, de pas en donner, de les payer au fixe, etc. Et honnêtement, sur la performance, je n'ai pas l'impression que les mecs à qui tu mets une prime sont plus performants que les autres. En fait, la vraie performance, tu l'obtiens chez les passionnés de leur travail. Voilà. C'est la Parce motivation que si tu es obligé de autotélique. mettre des sous, ça veut juste dire que tu es en train de créer un proxy sûr. qui est comment je gagne des sous le mieux possible. Donc le mec, il va devenir très bon à avoir une bonne prime, mais il va peut-être te foutre en l'air la boîte. C'est-à-dire, il va comprendre la règle du jeu. Donc le mieux, c'est quand même qu'il ait envie et que son travail lui plaise. Et l'expérience, alors, j'ai plus les détails en tête, mais l'expérience, c'est que tu as des gamins qui jouent au foot tu vois, devant des immeubles, etc. Puis ils jouent au foot entre eux, ils adorent ça, ils le font. Et puis les chercheurs arrivent et leur disent, bon, maintenant, on va vous payer pour jouer au foot. Et les mecs, ça les intéresse. Enfin, en résumé, hein, ça les intéresse plus du tout. C'est-à-dire que du coup, ils arrêtent de jouer au foot. Pourquoi ? Parce que t'es venu mettre, ou bien ils vont s'arrêter de jouer puis ils vont demander des augmentations pour pouvoir continuer à jouer au foot. Alors que si t'avais rien fait, ils auraient continué. Et c'est comme ça qu'ils montrent l'histoire de motivation intrinsèque et extrinsèque. Alors je savais pas, là c'est sur la motivation, je savais pas qu'en plus ça avait des effets sur les marqueurs Métabolique. métaboliques. Ouais, super intéressant. Comme quoi c'est pas mal de croiser les... Ah, c'est le but de ce format-là, je vais l'appeler science du terrain justement pour croiser un peu le terrain avec le côté scientifique. C'est génial, hein, Jérémy, moi je trouve ça génial. Hein. Ah, super, Ouais. tant mieux. On arrive, je pense, tranquillement au bout. Est-ce qu'il y a des mots à rajouter, des éléments à préciser avant de se laisser tous les trois? Moi je suis super content d'avoir fait la connaissance de Pierre, hein, déjà, merci pour ça. Ouais. De rien, avec plaisir. Ben voilà, je conclure sur ça, moi. J'ai une phrase de mon cher Pierre Etchart, mon ami et mentor que tu connais bien, que tu as reçu sur ta chaîne il y a pas longtemps, que quand je me mets en lien, je sais que je suis sur la bonne voie. Et voilà, des belles rencontres comme ça, comme celle de Cédric, évidemment, toi aussi, Jérôme, mais on est amis depuis longtemps, bah, ça me montre que même d'une autre... comment dire, avec une autre approche, celle de l'entreprise, même d'une autre génération, même d'autres coins de France, même voilà. Quand on arrive aussi bien s'entendre et à développer des conversations qui sont intéressantes, je me dis bon, je suis peut-être sur la bonne voie. On va continuer là-dedans. C'est cool. Génial, Donc, génial. Grand merci, Jérôme, d'avoir posé ce cadre-là de cette rencontre. C'est un super format. Voilà. Merci. Ouais. Merci beaucoup. Merci, Ça me Jérémy. touche venant de vous deux, sincèrement. Et je mettrai tous les liens, bien sûr, vers vos chaînes respectives, podcasts, etc., en description, comme toujours. Trop fort. Génial. Et potentiellement, je vous réinviterai à l'occasion pour d'autres sujets. Avec plaisir. Avec grande joie, évidemment. À bientôt. À bientôt. Salut. Ciao. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode. Avant de vous laisser, rappelez-vous que vous pouvez télécharger le résumé des actions, des outils, des stratégies et des ressources de cet échange en cliquant sur le premier lien présent en description. À très bientôt.